l'École nationale d'administration où j'ai fait mes armes. Ensuite, j'ai été donc diplômé de cette école au niveau de la section administration locale. Et donc, ensuite, j'ai rejoint le groupe familial dans le domaine des assurances, qui était à l'époque donc la SIAR, et dans lequel j'ai fait tout mon parcours. Donc, je suis passé du tout début à la livraison des agents généraux, puis petit à petit attaché commercial, ensuite attaché au niveau de l'administration générale, ensuite directeur de l'administration générale, puis par la suite conseiller du directeur général, chargé de la réassurance, ensuite chargé du commercial, chargé du marketing. Et ensuite, donc à la faveur de la libéralisation, j'ai eu ma place en tant que CEO de Masservie le 11 août 2011. Et j'ai commencé à travailler donc dans le domaine qui est le mien, c'est les assurances de personnes. Et avec, bon, évidemment, durant tout ce parcours, il y a eu beaucoup de formations, notamment chez les réassureurs, pour les grands principes de la réassurance. J'ai été formé par mes pairs. Hein. Je rappelle que j'ai été formé par l'ensemble du secteur, parce que j'ai quand même passé quelques temps au niveau de la CCR, quelques temps au niveau de l'ACAR, en agence. J'ai été moi-même agent général, et puis ensuite, donc, CEO. Et puis, bon, ensuite, j'ai commencé à faire le travail pour lequel je me trouve devant vous aujourd'hui. Donc voilà un peu, c'est beaucoup, pas trop de théorie, beaucoup de pratique, ce qui m'a permis de sortir un peu de ma réserve et avoir directement la chance de me confronter à des situations de terrain. Et voilà, et donc amateur, on va dire oui, amateur passionné des nouvelles technologies. Et comme vous voyez, on est tous sur les starting blocks pour ce qui concerne la transformation digitale. On a négocié notre virage numérique depuis longtemps et on arrive maintenant à maîtriser certains outils. Et je pense que c'est l'avenir. Et personne ne pourra dire le contraire, c'est que le Covid-19 aujourd'hui a permis une accélération de cette transformation et une adoption et une adaptabilité à ces nouveaux outils de manière efficace et qui, à mon avis, perdureront et seront consacrés à l'avenir. Inch'Allah, marhaba bik. Voilà. Nordine. Oui, Ruslan, donc, Mskhir alaikum, Sahaf Torkom. Donc, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, pour présenter très rapidement mon parcours, moi, je viens pas de l'assurance hein, ni de la finance, à l'inverse de mes deux amis Morad et Hakim. Donc, moi, je suis ingénieur de formation issu de l'école algérienne. Hein. Donc, j'ai fait mes études en Algérie et après, je suis allé en France avec mon diplôme d'ingénieur algérien. J'ai continué mes études en France où, par la suite, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Dans différents domaines, dans les télécoms, dans le service informatique, etc. Et par la force des choses, je suis intervenu sur des projets informatiques chez des assureurs, chez des grands assureurs européens. Et donc, on a constaté finalement, en travaillant dans le cœur du réacteur, qu'il y avait des problématiques, on va dire, d'agilité, de rapidité de déploiement, même de prise de décision. Donc, on y a vu une opportunité et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Léocare, donc qui est une insurtech, une néo-assurance plutôt, parce que bon, on pourra après débattre de la différence entre une insurtech et une néo-assurance. Mais en tout cas, donc c'est une start-up qui évolue dans le monde de l'assurance en France et en Europe depuis 3 ans. Voilà. Très bien. Eh ben, merci à vous trois pour cette brève présentation. Et encore une fois, je remercie tout le monde. Donc, je rappelle que le webinaire d'aujourd'hui est organisé par le GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Je vous invite tous, en fait, tous les présents, à essayer de vous rapprocher en fait du groupement en visitant le site web. Donc, c'est gan-dz.com. Vous y trouverez plein d'informations et vous pourrez éventuellement nous contacter pour poser un petit peu plus de questions dans le cas où vous en avez. Donc, on va démarrer en fait les débats et je pense que le mieux, c'est de commencer en fait
dans la mesure du possible, par nous faire un bref état des lieux du marché de l'assurance en général et du marché algérien en particulier. Donc, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'assurance. C'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément très bien. On y va surtout souvent parce qu'on y est obligé. Donc, est-ce que vous pourriez nous, comment dire, démystifier en fait tout ce qui a trait à ce domaine d'activité? Je vous laisse la parole, celui qui veut la prendre, marhaba. Qui veut débuter? Bah, si vous voulez, je vais commencer à parler du marché des assurances de personnes. Ça va être plus rapide parce qu'il y a quand même moins d'acteurs qu'au niveau du marché dommages. Si ça ne vous dérange pas, Mourad, tu es d'accord? Allô? Morad, tu es muté. Morad, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Non, tu l'as refermé. Voilà. On va y arriver. Oui. Hakim, avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, donc très simplement, la situation du marché des assurances de personnes aujourd'hui, c'est 8 compagnies vie. Il faut être très clair. On a 3 compagnies mixtes publiques, privées, étrangers. C'est-à-dire c'est des joint ventures comme MNA, qui est une joint venture entre la SA et Massif, AXA, FNI et BEA, le Fonds national de l'investissement et la Banque extérieure d'Algérie, AGLIC, Algeria Gulf Life Insurance Company, Cash et BNA. On a 3 compagnies publiques pures, Karama, Tala, le mutualiste. C'est Karama, donc comme son nom l'indique, c'est la filiale de la CAR, Tala de la CAT, le mutualiste, CNMA. Il y a un privé à capitaux étrangers qui s'appelle Cardiff, dénommé Cardiff, c'est la filiale de BNP Paribas, et un privé à capitaux algériens, Masservi, qui est la filiale de la SIAR. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, donc nous sommes 8 pour un chiffre d'affaires en termes de production, au 31-12-2019, de 14 milliards de dinars, avec une croissance de 12% par rapport à l'exercice 2018. Je suppose que ça ne va pas être le cas pour le 2020. La situation des sinistres au 31-12-2019, c'est-à-dire le montant total des sinistres qui a été déclaré par nos clients est de 4 milliards 499 millions de dinars, en hausse de 24,6% par rapport à 2018. Donc, ça prouve que la clientèle algérienne commence à se familiariser avec les produits en assurance de personnes, notamment l'assurance voyage. On en reparlera plus tard. Le capital, enfin tout ce qui est temporaire ODC, tout ce qui est individuel accident, et on sent un véritable intéressement de la clientèle algérienne et une prise de conscience, une maturité du citoyen et de l'entreprise algérienne qui commence à se couvrir non plus pour ses biens, mais pour sa propre personne, sa famille, et pour agir, par exemple, pour les patrons de sociétés algériennes, les présidents, les directeurs généraux, les gérants de sociétés algériennes. C'est une façon de traduire l'attitude du bon père de famille en couvrant de la meilleure manière qui soit ses employés, ses collaborateurs. Donc, les indemnisations, les sinistres sont à hauteur de 4 milliards 480 millions de dinars, en évolution de 8,7% par rapport à 2018. Et en revanche, le taux de règlement observé en assurance de personnes progresse de 11,3%, atteignant près de 90% de remboursement. Les sociétés d'assurance de personnes à capitaux privés détiennent au 31 décembre 2019 une part de 30,2% du total du marché des assurances de personnes, avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dinars, en progression de 18,4% par rapport au 31-12-2018. Le taux de pénétration des assurances en Algérie, des assurances de personnes en Algérie, est de beaucoup moins de 1%. C'est le 0,8 à peu près, c'est entre 0,75 et 0,85 du PIB, c'est l'ensemble du marché des assurances algériens, dommages et vie. Par contre, nous, celui des assurances de personnes est de 0,08% du PIB, donc c'est extrêmement peu par rapport à la capacité de ce marché. Voilà à peu près la situation au 31-12-2019. Les chiffres arriveront dès qu'on aura, et bon, pour certains c'est déjà fait, dès qu'on aura déposé nos écritures et fait les parutions dans les journaux. Bon, ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on est trop peu. 2, on a cette capacité d'aller encore plus loin. Et le faible taux de pénétration des assurances s'explique par le fait que nous n'avons le droit aujourd'hui
que ce soit nous ou les dommages, hein, nous n'avons le droit de vendre des assurances qu'à travers 3 canaux de commercialisation. Le premier, c'est les agences. Le deuxième, c'est les courtiers. Le troisième, c'est les banques. Et aujourd'hui, nous militons aussi pour pouvoir ouvrir de manière non limitative, d'ouvrir l'ensemble des canaux de commercialisation. Aujourd'hui, on a ce canal aussi à travers le digital. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui commence à être trop réduit pour l'importance du marché et pour l'importance du pays et l'importance de l'espace territorial, l'importance du pays, dans le sens où ce pays est trop grand pour ne pouvoir distribuer ce type de produit qu'à travers ces 3 canaux. Mais tout ça, c'est des choses qui vont être débattues tout au long de cet entretien, Inch'Allah. Merci Hakim. Morad, Nordine, vous aimeriez ajouter quelque chose? Ça serait pour moi au fait, parce que je dois parler quand même donc, de la partie dommage, et on laissera plutôt à Nordine, parce que c'est lui l'apporteur de solutions, je dirais. Ah, Hakim. Absolument. Exactement. Alors, pour ce qui est de la partie dommage, donc aujourd'hui, si on parle des assurances, donc nous sommes actuellement donc, 13 acteurs sur le marché. Je vais épargner quelques chiffres et quelques données que Hakim a déjà avancées, notamment en matière de canaux de distribution, etc. Donc, en matière de chiffre d'affaires global au 31/12/2019, donc c'est 131 millions de dinars sur les 152 milliards donc, de dinars sur le marché. Moi, ce que je voudrais quand même pointer vraiment du doigt, c'est la capacité du marché, ainsi que le total asset, donc tout ce qui est actif non assuré en Algérie. Aujourd'hui, nous parlons d'une capacité qui dépasserait éventuellement les 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui serait vraiment le potentiel marché. Et je pense que si ce qui intéresse aujourd'hui nos auditeurs, c'est savoir où est-ce que nous pouvons y aller et qu'est-ce qu'il y a comme potentiel non assuré. Donc, quand on parle de 4 milliards de dollars, ça veut dire que pratiquement aujourd'hui, nous ne sommes assurés qu'à 25% donc, de la capacité nationale. Et je pense bien qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Hakim a parlé de tout ce qui est canaux de distribution. Je voudrais aussi juste rajouter qu'aujourd'hui, si on prend le cas donc, des assurances vie, il y a quand même une panoplie donc, de possibilités, notamment les agences de voyage, si je nommerai que celle-ci. Pour la partie vie et non-vie aussi, on va parler aussi des telcos, qui aujourd'hui vraiment sont en étroite, je dirais, relation avec tout ce qui est dommage et non dommage, parce que si on doit parler quand même je dirais, de digital, transformation digitale et la transformation carrément digitale liée aux assurances et appliquée aux assurances, et je pense bien que Nordine va nous appuyer par rapport à ça, c'est que tout est une question de tout petits produits. Il n'est plus question des produits à valeur à 100 et 200 et 300 dollars, c'est beaucoup plus de tout petits produits vraiment à volume important. Donc, c'est vraiment la clé, elle est dans les canaux de distribution, notamment donc, les telcos. Pour ce qui est de la partie indemnisation, certes, les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi, c'est que nous avons un total de sinistres déclarés au 31/12/2019 de 77 milliards donc, de dinars, contre une partie réglée de 68 milliards de dinars, mais nous avons quand même un léger déficit qui affiche près de 80 milliards de dinars de sinistres à payer. Et ça, ce n'est pas juste, je dirais, une lenteur de la part des assureurs, mais une panoplie, je dirais, de facteurs qui feraient à ce qu'il y ait vraiment un ralentissement, que ce soit de l'activité souscription ou de l'activité indemnisation. Et je pense bien que notre discussion aujourd'hui va parler vraiment de tout le cycle, que ce soit de la production, donc de la prime, de la réassurance, ainsi que de tout ce qui est indemnisation. Et c'est vraiment à partir de là que les insurtech pourraient éventuellement s'intéresser à vraiment apporter des solutions à notre industrie. Donc, je pense que c'est ça vraiment le tour de tout ce qui est, je dirais, dommages et assurance donc, de personnes, je dirais, donc vie et non-vie. Et nous avons un seul réassureur national qui, lui, donc, est notre, je dirais, fleuron de l'industrie de la réassurance, deuxième réassureur africain et qui détient aujourd'hui, donc, bien sûr, donc, avec je dirais, l'appui de la réglementation en vigueur, donc exactement une cession obligatoire à hauteur de 50%. Et nous tenons quand même à dire que c'est un réassureur qui a fait, je dirais, durant les dernières années, vraiment un bond technologique, même si nous, en tant qu'assureurs actuellement, nous militons, comme l'a dit Hakim, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place vraiment pour faire beaucoup plus que ça. Nordine, je te laisse la parole pour la partie, je dirais, liée beaucoup plus au digital. Alors, merci Mourad. Donc, moi, je ne vais pas réagir sur les chiffres du marché algérien parce que je ne les connais pas. Je vais plus donner mon feedback, on va dire, sur la partie digitale et l'importance du digital dans ce marché-là.
Donc, peut-être pour démarrer un petit peu de contexte par rapport à ce qui se passe donc en France. En tout cas, c'est un marché que je connais bien. Et c'est la même chose à peu près dans les autres pays européens. Donc, depuis 3 ans, il y a un mouvement donc, effectivement, de digitalisation du domaine de l'assurance qui est clairement un domaine qui est à la traîne, hein, qui est très en retard en termes d'expérience utilisateur par rapport aux autres domaines. Donc, ce qu'on a fait, nous, pour les Hawkers, c'est un exemple. On s'est finalement, on ne vient pas du digital, ni moi, ni mon associé d'ailleurs, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on s'est inspiré de ce qui se passe, de ce qui se fait de mieux dans le monde du digital, c'est-à-dire Netflix, Spotify, Airbnb ou autres. Donc, tous ces nouveaux usages qui sont devenus une habitude aujourd'hui pour le consommateur, il ne les retrouve pas forcément dans le monde de l'assurance. Pour avoir un devis, on lui pose 50 questions, des fois pas forcément des questions pertinentes par rapport au produit qu'il veut acheter. Donc tout ça, c'est des choses qu'il n'accepte plus ou qu'il ne souhaite plus voir dans un parcours, que ce soit d'ailleurs l'assurance ou le parcours bancaire ou autre. Donc à partir de ce constat, on a travaillé sur la digitalisation du parcours de souscription, donc de devis de souscription, mais tout ce qui concerne aussi la vie de contrat par la suite. Parce que c'est bien beau, on va dire, de travailler sur la partie séduction du client au début, mais si après il se rend compte que tout est comme avant, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'était de travailler sur la partie parcours de vie, donc poser le moins de questions possible, par exemple. Ça, c'est un des objectifs qu'on s'était fixé, apporter de la transparence sur chacune des étapes. Par exemple, donner un feedback tout de suite par rapport à chacune de ces réponses et l'impact que cela a sur son tarif. Après, utiliser les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, pour lui proposer la meilleure couverture, les meilleures garanties par rapport à son profil. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que l'un des reproches que font les gens à l'assurance, c'est qu'on est soit sous-assuré, soit surassuré. Mais il n'y a pas ce juste milieu entre les garanties et le besoin du client. Donc ça, on peut s'appuyer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Donc on a développé des algorithmes qui permettent, par rapport au profil du client, de lui proposer un certain niveau de garantie qu'il pourra par la suite modifier s'il le souhaite. Hein, tout est en réel. Et donc, après, toute la partie vie de contrat, là, on va rentrer par exemple, la géolocalisation de la dépanneuse quand il y a un sinistre, dans la visioconférence quand il y a une expertise pour éviter de faire déplacer l'expert, dans des choses qui sont assez basiques, hein, je dirais, comme le chat, comme le fait de recevoir des push notifications. Donc tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales dans n'importe quelle application et que le monde de l'assurance a du mal à adopter pour l'instant. Bon, ça va venir, bien évidemment, mais en tout cas, c'était le constat à l'instant T où on a décidé de créer notre entreprise. Et donc, on s'est fixé cet objectif-là pour, je dirais, remettre à niveau l'expérience utilisateur, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un domaine particulier soit un peu délaissé par rapport à cette expérience utilisateur, sachant que le client a ses habitudes et que c'est plutôt à nous de nous adapter aux habitudes du client et pas l'inverse. Absolument. Nordin, tu me tends la perche justement. L'objectif, étant donné le webinaire, c'est de parler justement de la place du digital sur le marché en fait des assurances algériennes. Et ce que tu dis, c'est que il y a eu on a du mal, ou le secteur des assurances a du mal avec l'intégration du digital, pas forcément uniquement en Algérie, mais apparemment un petit peu partout. Donc toi, ton expérience, elle est en France. Et ce que tu dis, c'est que même en France, il y a encore ce petit leapfrog qui doit éventuellement être mis en place pour faire que le secteur des assurances puisse exploiter les nouvelles technologies d'une manière un petit peu plus efficace, on va dire, ou d'une manière un petit peu plus systématique. Comment est-ce que tu expliquerais justement le pourquoi du comment de ce retard? Et derrière, j'aimerais que Hakim et que Mourad puissent nous dire, en gros, enfin, on fasse un comparatif entre les raisons que toi, tu vas en fait exposer
et voir si en Algérie, on fait face aux mêmes problématiques ou est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on fait face et qui sont endémiques, qui sont spécifiques à l'Algérie. Alors, de mon point de vue et de ce que j'ai vu sur ma petite expérience dans le monde de l'assurance, c'est que c'est plus un problème de mentalité. C'est-à-dire que pour moi, un assureur, il voit le client pas comme un client, mais comme un risque. Et donc, il doit limiter finalement ce risque-là au maximum pour qu'il puisse y avoir un équilibre financier. Et bien évidemment, une assurance, ce n'est pas une association à but non lucratif. Donc, elle est là aussi pour gagner de l'argent, comme n'importe quelle industrie. Et je pense que pendant des années, des dizaines d'années, le client n'a pas été vu comme un client. D'ailleurs, on ne l'appelle pas le client, mais on l'appelle l'assuré ou le sociétaire. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on ne considère pas que l'assurance, c'est du e-commerce, on a un problème par rapport à l'expérience utilisateur. Donc nous, à partir du moment où on n'est pas venu de l'assurance, on n'avait pas de problème, je dirais, philosophique. On considère l'assurance comme un produit qu'on peut digitaliser et qu'on peut vendre comme n'importe quel produit e-commerce, c'est-à-dire comme quand on achète une télé, qu'on achète des chaussettes ou autre. Pour nous, c'est la même chose. L'assurance, ça se vend de la même manière, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans le même moule que le e-commerce. Après, certes, l'assurance, c'est beaucoup plus complexe qu'une télé parce qu'il y a un engagement qui est plus important et je dirais les impacts financiers ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas faire n'importe quoi aussi au niveau légal parce que c'est très encadré. Mais malgré ça, il n'y a pas de raison ou il n'y a pas d'excuse pour que l'assurance ne soit pas au même niveau que le reste en termes d'expérience utilisateur. La chose qui me paraît la plus importante à travailler, c'est la partie produit d'assurance en lui-même, c'est-à-dire le travail qu'on fait avec les actuaires, qui sont très loin, je dirais, il y a peut-être des actuaires aujourd'hui qui sont présents, qui sont très loin du e-commerce. Eux, leur travail, c'est de limiter le risque par rapport à un produit d'assurance. Ça, c'est leur mission principale. Et ils la font très bien, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, l'enjeu numéro un, c'est de faire intégrer une partie de cette philosophie e-commerce, de cette philosophie user experience dans le monde de l'actuariat. Parce que c'est par là, c'est ici que commence la construction d'un produit d'assurance. Si l'actuaire construit un produit trop complexe, avec trop de questions, avec des garanties incompréhensibles ou inadaptées au client final, ça ne marchera pas. Malgré le fait que le produit soit hyper sécurisé en termes financiers, ça ne marchera pas. Donc, c'est là où on a passé le plus de temps à essayer de convaincre, c'est de travailler avec les actuaires et on a réussi. Ça c'est des choses c'est du concret. Aujourd'hui, par exemple, sur notre produit habitation, on pose 4 questions à nos clients pour leur fournir un tarif. Là où si vous allez sur un comparateur ou n'importe quel site d'assurance en France, on va vous poser entre 20 et 50 questions pour vous donner le tarif. Donc voilà, nous, on est passé à 4 questions. Sur le produit assurance mobile, je vais terminer là-dessus, je vais laisser la parole à mes collègues. Sur l'assurance mobile, on ne pose aucune question. C'est-à-dire que le téléphone reconnaît la marque, le modèle, la version de votre mobile et vous propose directement un tarif. On pose 0 question. Donc c'est ça l'expérience utilisateur qu'on veut proposer. Ok. Hakim, Mourad? Je vais laisser Mourad discuter de continuer sur cette discussion et ensuite je vous donnerai ma vision parce qu'elle est très segmentée et assez dynamique. Mais je vais laisser Mourad avant tout. Vas-y, Mourad. Parfait, impeccable. Merci Nordine pour cette introduction par rapport à ce troisième point qui est très très important en fait parce que quand on parle de points bloquants, tu as cité un point très important qui est la culture en fait. Alors, quand on parle aujourd'hui de culture, il y a quand même un souci, c'est que la culture, elle est partagée. C'est que la culture chez l'assureur lui-même, déjà, donc en entreprise, et la culture par la suite chez l'utilisateur, qui est le client, qui est l'assureur, comme tu l'as vu. Donc, c'est bien le spécifier. Donc, le problème d'une culture socio-économique, quand l'écosystème lui-même ne s'y apprête pas réellement, vous ne pouvez pas réellement avancer vraiment à la vitesse où vont les choses en matière de technologie, de télécommunication. Si on parle de culture,
c'est commencer à essayer de shifter de tout ce qui est digital, du divertissement, donc notamment YouTube, Facebook, etc., à du digital plutôt créateur de valeur. Et c'est ce qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui, encore compris pour qu'on puisse réellement créer de la valeur à partir de la data que nous avons et non pas vraiment utiliser donc, les quelques gigas et quelques mégas, rien qu'en vidéo, etc., etc. Pour le deuxième point que je dirais bloquant, reste quand même un point de vue, je dirais, réglementaire, et je pense bien que Hakim va partager mon avis là-dessus, notamment en matière donc, de signature électronique. Ça reste aussi un problème majeur. Et je pense même que dans quelques pays européens, ce n'est pas encore arrivé. Aux États-Unis, on voit vraiment que c'est l'utilisation de la signature électronique, elle est beaucoup plus fréquente, notamment dans tout ce qui est, par exemple, attestation automobile. Si demain, aujourd'hui, donc nous, un client va se retrouver à acheter une police d'assurance en ligne, nous resterons toujours derrière la problématique de devoir respecter un format bien spécifique d'une attestation qui fait donc la moitié donc, du 21-27 qu'il va falloir quand même devoir imprimer et remettre au client, etc. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de points bloquants, ce sont les deux points, je dirais, les plus importants, qui est la culture en premier lieu et le deuxième. Par la suite, quand on parle de l'apport de la technologie, il a parlé aussi, Nordine, d'un point très important, notamment donc, du comportement de l'actuariat ainsi que du métier d'assurance. Il ne faut pas oublier une chose, Roselyne, c'est que nous avons un métier quand même qui est assez spécifique. Est-ce que c'est un bon point pour nous ou pas? On ne le sait pas, mais la relation humaine, je pense bien qu'elle prévaut sur tout. Ce n'est pas juste une relation contractuelle, c'est une relation d'homme à homme. On parle de mon assureur, c'est comme on dit mon banquier. Donc, du coup, ce n'est pas très facile de dématérialiser cette relation. Certes, nous allons y aller un jour, mais il va falloir quand même qu'on accepte à vraiment rompre cette relation entre l'assuré et l'assureur. Ça reste une relation d'homme, donc cette relation physique, elle compte beaucoup pour nous en tant qu'assureurs. C'est pour ça que le fait de devoir ou pouvoir plutôt dématérialiser, ça ne pourrait venir que, d'ailleurs, la dernière fois, on avait parlé avec Nordine, que à travers, je dirais, des outsiders qui, eux, vont venir, ils n'ont pas réellement, je dirais, de déformation professionnelle, où ils doivent toujours maintenir la même psychologie donc de l'assurance, la même définition de l'assurance. Ils viennent carrément, qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est carrément, on parle de disruptive, oui, certes, quand il y a des néo-assurances et des insurtech, ils viennent carrément pour changer le modèle que nous-mêmes, en tant qu'assureurs, on n'arrive pas vraiment à créer le déclic, en fait. Donc, pour ma part, c'est ça les premiers, donc les deux points les plus importants. Donc, je dirais plutôt, donc, encore une fois, donc, la culture, l'écosystème ainsi que le côté donc, réglementaire en matière de protection de données, en matière de signature électronique, etc. Ok. Hakim, à toi la parole. On reviendra sur la partie écosystème, mais je vais donner d'abord la parole à Hakim pour avoir son point. Alors, moi, je vais vous expliquer juste une petite chose. Si on doit parler de la place du digital dans le marché ou dans le secteur des assurances, il va falloir être clair parce que de quoi on parle? On parle de deux choses. La première chose, c'est le back-office. La deuxième chose, c'est le front-office. Le back-office, et je vois des questions qui sont en train d'arriver, et à juste titre, qui sont des questions qui sont frappées du coin du bon sens. C'est de un, il va falloir étudier le passif, c'est-à-dire tout ce qu'on a emmagasiné depuis toutes ces années-là, et il va falloir numériser l'ensemble de nos documents. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? Quand on parle de digitalisation, ce n'est pas avoir un site web, avoir une adresse mail et commencer à chatter avec les gens. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un ensemble. Et cet ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, vous avez ce qu'on appelle un ERP. Ça veut dire que vous allez pouvoir gérer la souscription d'un individu, vous allez gérer le comportement d'un individu de la souscription à son sinistre. Parce qu'on va être clair, on est tous des acteurs de la même famille et on vend tous à peu près les mêmes produits, surtout en Algérie, et à peu près au même prix. La seule chose qui fait la différence entre nous et nos concurrents et nos amis concurrents, nos collègues sur le marché, c'est d'abord le rendu du service, la qualité de service, et deux, le remboursement en temps, en heure et en frais. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur algérien est décidément maintenant très mature par rapport en ce qui concerne l'attitude qu'il faut avoir avec lui, en ce qui concerne le paiement de ses sinistres, en ce qui concerne la gestion de son dossier dans le temps. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une partie où vous prenez en charge ce qu'on appelle le customer journey. C'est le voyage du client à travers votre compagnie, l'expérience qui va le tirer. C'est la marque de votre société, comment vous allez pouvoir gérer cet individu.
Si vous le gérez avec des dossiers, un numéro de dossier que vous appelez ce monsieur-là l'assuré, effectivement, vous avez, même sans avoir beaucoup de technologie, vous avez une déshumanisation de la relation clientèle. Or, effectivement, Morad a raison, il faut absolument avoir une relation fine, une relation de confiance avec votre client. Sauf que le digital n'empêche pas ça. Au contraire, le digital renforce le fait que aujourd'hui, lorsqu'un client vient dans n'importe quelle compagnie du secteur et qu'il s'y sent, bien traité, rapidement et de manière efficace, avec un remboursement qui soit en temps et en heure et en frais, eh bien, il est heureux. Donc, je vous parlais de l'ERP. L'ERP permet de gérer la photo, entre guillemets, la carte d'identité du client. Après, il y a de l'intelligence artificielle, etc. C'est des logiciels, c'est des systèmes qui viennent se greffer pour avoir du prédictif, pour savoir ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il va prendre, de quoi il a besoin. Et en fait, nous, tout le travail aujourd'hui n'est pas de vendre de l'assurance, c'est de connaître notre assuré, c'est de connaître notre client, de savoir ce dont il a besoin et de pouvoir répondre de manière proactive à ses attentes. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'ERP. Maintenant, en front office, il y a le côté digital, côté commerce électronique. Et là, vous avez deux choses. Vous avez les gens qui font du commerce électronique pour leur propre compte et vous avez les marketplaces. Donc, et vous avez aussi les réseaux sociaux parce que il y a une tendance maintenant au niveau des réseaux sociaux, c'est que les plateformes en elles-mêmes commencent à devenir des plateformes de vente. Je vous donne un exemple rapide. Vous avez TikTok aujourd'hui qui commence à réfléchir, j'avais fait paraître ça sur les réseaux, qui commence à réfléchir sur le fait, ça n'a rien à voir avec l'assurance, mais je vous donne juste le concept, TikTok, c'est des courtes séquences vidéo faites par des particuliers. Et maintenant, TikTok commence à réfléchir, à se dire, ben tiens, si un particulier, on fait un contrat avec lui, par exemple avec les jeans d'une marque quelconque, et qu'à la fin, on peut sortir quel type de marque, quel type de jean il porte et combien ça coûte, on pourrait faire un bouton acheter, par exemple. Donc, attention, c'est en train d'évoluer. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est embryonnaire par rapport à ce qui est en train de se jouer demain. Donc, un ERP, c'est la base. Une plateforme web qui soit sécurisée, qui soit customer friendly, qui soit proactive, qui soit prédictive, c'est un outil qui permet d'aller vers la masse. Pourquoi je vous parle de ces deux choses-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a un monde qui est en train de s'effondrer et il y en a un autre qui est en train de s'éveiller à de nouvelles règles, à de nouvelles normes, à de nouveaux réflexes. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un arrêt, comme ça nous est arrivé pendant le Covid-19, d'un arrêt brutal et quasi définitif de nos activités. Donc, cet ancien monde dont je vous parle, c'est le retail physique. C'est tout ce qui était physique. C'est tout ce qui était client qui vient voir, qui va aller dans son agence et qui vient voir les gens et qui discute avec eux et qui négocie son contrat d'assurance. Aujourd'hui, les gens ne demandent plus ça parce que, ils n'ont pas le temps. Deux, ils ne veulent pas se déplacer. Il y a une notion de, bon, mon assureur est important parce que c'est obligatoire, mais il ne faut pas que je me déplace à chaque fois pour aller le voir, pour aller récupérer mon chèque, pour aller lui dire où est-ce que ça en est, etc. Donc moi, ce que je préconise, ce que je recommande à chaque fois, c'est de dire il faut tendre vers une évolution concrète sur des systèmes factuels qui permettent à l'individu, à travers son mobile, à travers tous les périphériques qu'il puisse utiliser, de pouvoir souscrire à un contrat d'assurance et de pouvoir voir son évolution sans avoir à aller rencontrer les personnes en direct. Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, ça nous permet à nous, au niveau macroéconomique et en tant que pays, d'avoir une traçabilité de nos fonds, d'avoir une transparence et de pouvoir aussi, à notre modeste niveau, on va dire ça comme ça, mais de pouvoir évidemment toucher cette masse d'argent qui se trouve dans l'informel et de pouvoir le ramener dans le formel, puisque nous travaillons avec des flux transparents, avec des institutions bancaires avec lesquelles nous communiquons par voie électronique. Donc, tout ce système-là, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place et évidemment, il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer sur vos forces, il va falloir communiquer même sur vos faiblesses, il va falloir communiquer dans l'air du temps parce qu'il va falloir être respectueux de l'environnement, il va falloir être respectueux des différentes
des différentes philosophies sociales et sociétales qui aujourd'hui sont un facteur de différenciation. Et ça nous permet aussi, tous ces éléments-là nous permettent de ramener ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance qui font de votre entreprise non plus une entreprise d'assurance, mais une marque. Donc, quel que soit, si vous êtes une InsurTech ou une néo-assurance, dans les deux cas de figure, vous devez absolument de mettre en place un système qui soit complètement centré client et qui permette de mettre en place un écosystème tellement agréable que le client ne souhaite plus en sortir. Il faut se mettre à la place de son client. Vous n'êtes plus son fournisseur, vous êtes celui qui pense à sa place. Mais OK, mais justement, la réponse à la question, c'était qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, selon toi, l'adoption justement de cette nouvelle technologie par les… On en a deux. Un, tu as le mindset, parce que les gens ceux qui sont dans les compagnies d'assurance, ceux qui travaillent dans ce secteur, sont habitués à ce genre, à un travail dit classique. Il faut sortir, c'est ce que je te dis, il faut sortir du schéma classique des assurances traditionnelles. Maintenant, en Algérie, évidemment, la question appelle une réponse tout à fait directe. C'est que, on n'a pas de moyens de paiement dématérialisés, on ne l'a pas en quantité. Il n'y a pas cette culture du paiement sur Internet et de ne pas être en contact avec les gens, c'est cette culture-là. Et bon, évidemment, il y a tout un effort de communication qu'il faut faire, mais toutes les compagnies doivent s'y mettre. Maintenant aussi, il y a la législation, il y a la régulation qui doit mettre en place un cadre réglementaire qui soit incitatif, avec des mesures fiscales, parafiscales qui permettent de dire que lorsque vous payez par Internet ou lorsque vous payez par voie électronique, eh ben, vos taxes seront, je parle en tant que commerçant, je parle en tant que chef d'entreprise, eh ben, votre IBS aura un dégrèvement remarquable. Il y a beaucoup d'incitations fiscales et parafiscales qu'on peut mettre en place. Mais il ne faut pas aller voir ça du côté du client. Il faut aller voir ça du côté des fournisseurs, des compagnies d'assurance, des banques, des marchands, tout ça, c'est les acteurs qui font l'économie qui doivent bénéficier de ces ressources pour pouvoir lancer de manière directe et importante et imposante le digital et le paiement électronique en règle générale. Parce que je ne différencie pas le digital et le commerce électronique. Ces deux choses qui, pour moi, fusionnent, sont des bouts à bout. Et c'est excessivement important. Hakim, le digital, de toutes les manières, reste un outil et après, c'est à toi de savoir où est-ce que tu as envie d'utiliser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux l'utiliser dans le back-office pour améliorer la vitesse de traitement et d'analyse de tes données, ton big data, tout comme tu peux l'utiliser pour justement shrinker le temps qu'il faut au consommateur pour aller recueillir l'information qu'il lui faut pour prendre une décision de s'assurer ou de ne pas s'assurer. Donc, je veux dire, tu vas avoir différents modèles d'utilisation du digital où tu peux éventuellement l'implémenter, mais ça va surtout dépendre de vos stratégies respectives et de votre positionnement sur le marché et de comment vous avez envie Est-ce qu'aujourd'hui, vous satisfaisez, entre guillemets, de la manière dont vous êtes en train de servir vos clients ou est-ce que vous pensez à aller éventuellement plus loin en utilisant justement le digital? Quand on parlait tout à l'heure on est censé en fait parler d'InsurTech. Si on prenait par exemple l'InsurTech, si on devait expliquer maintenant c'est quoi l'InsurTech et est-ce qu'elle a sa place qui voudrait éventuellement répondre à ça? Avant, juste, si tu permets, avant de passer juste à la prochaine question, je voudrais juste rebondir sur ce que Hakim disait en matière de culture, qu'on a partagé d'ailleurs, Hakim, moi et Nordin, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il va falloir quand même scinder cette culture en deux étapes, je dirais, en deux phases. La première phase, c'est la culture en entreprise. C'est que beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché mettent, je dirais, la charrue avant les bœufs. Partir faire du e-commerce sur le web, sans pour autant avoir ces process en interne qui soient déjà digitalisés, qui soient dématérialisés, qui soient numérisés, je pense bien qu'on essaie de partir un peu trop vite. Et Hakim a parlé d'un ERP, c'est clair, parce que là, je suis en train de joindre ce que Hakim disait, et Nordin et moi en début dans cette discussion, c'est que quand on parle d'InsurTech, quand on parle de transformation digitale, quand on parle de tout ce beau monde, c'est que tout gravite autour d'une chose qu'on appelle data integrity. Si tu n'as pas la data, tu n'as rien fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir de la data sur du papier.
Donc, si en interne, nous n'avons pas encore plutôt adopté une culture de la transformation digitale, si nous ne sommes pas nous-mêmes transformés digitalement, si nous-mêmes, on n'a pas créé les produits qui doivent être vraiment des produits mis sur le marché du digital, ce n'est pas une police classique automobile ou une police classique multirisque habitation qu'on pourra demain vendre sur le web. Nordine l'a bien expliqué, je pense bien que ça rejoint exactement ce que je dis avec mes collègues, c'est que pour pouvoir vendre une police sur le web, ce n'est pas avec un questionnaire de 20 questions. C'est 1, 2, 3, 4 tarifs. Et tout à l'heure, on va parler d'ailleurs de quelques acteurs, les principaux acteurs du marché, et vous allez réellement comprendre ce que Nordine disait, en disant que moi, en 4 questions, je vends. Moi, avec le téléphone, je vends, et on pourra vous donner quelques exemples de ce qui se fait dans le monde. Et je pense bien que nous ne sommes pas vraiment très, très loin. Je pourrais même raconter une petite anecdote, c'est qu'il y a quelques acteurs économiques sur le marché. Un bond vers le digital peut se faire réellement, je dis bien réellement, il peut se faire en quelques mois. Il faut juste prendre les bonnes décisions, c'est tout. La technologie, c'est facile. C'est qu'est-ce que tu achètes et qu'est-ce que tu en fais. À n'importe quel moment, tu peux être réellement la dernière technologie, mais aussi rapidement, tu pourras être aussi dépassé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une arme à double tranchant. Donc, acheter tout de suite, consommer tout de suite, mais toujours penser à demain. Donc là, je m'excuse de t'avoir interrompu, Rosa, mais je voulais quand même mettre un peu l'accent sur la partie data integrity et la culture en entreprise avant de devoir plutôt la soumettre et l'imposer aux clients. OK. Sinon, il n'y a pas de souci. Moi, tu ne m'as pas arrêté. La question était déjà posée. Donc, si tu veux enchaîner sur la réponse à la question. Ben oui, pour les InsurTech, avec toute modestie, parce que je pense bien que notre fleuron de l'InsurTech qui est Nordine ici avec Léo Kerr va devoir parler beaucoup plus que moi et que Hakim sur ce sujet. Mais je vais juste rappeler quelques petites, je dirais, dates importantes quand on parle aujourd'hui de l'industrie elle-même. Il ne faut pas qu'on parle aujourd'hui d'assurance, on va parler de l'industrie. Quand on parle de la première révolution industrielle, qui est survenue quand même au XVIIIe siècle, qui était juste l'avènement de quoi? De la vapeur et du charbon. La deuxième qui est venue donc un siècle plus tard, c'est tout simplement l'électricité et le charbon aussi, donc qui est venu au XIXe siècle. Au XXe siècle, on voit quand même l'industrialisation de quoi? De tout ce qui est robot, donc l'informatique, l'aérospatiale, le nucléaire, etc. Et du coup, là aujourd'hui, si on parle d'une nouvelle vraiment révolution industrielle, ça va être tout simplement les technologies donc, de l'information qui est la transformation digitale. Donc nous vivons aujourd'hui une transformation, mais le souci c'est que ça ne va pas être une révolution. Et je pense que Hakim aime bien le terme rupture, on parle de disruptive, c'est que ça va réellement casser. On ne va pas réellement, nous, carrément donc, révolutionner quelque chose, mais nous allons passer d'une ère à une autre. Et ça, c'est la différence, elle est là. Oui, Hakim. Juste une chose sur le terme disruption. Sur le terme disruption, ce que ça signifie, c'est de savoir comment… La disruption, c'est la manière dont vous allez pouvoir détruire ce que vous avez construit et le reconstruire sur d'autres normes. En fait, il faut se réinventer. L'idée, c'est que le secteur des assurances, dans le domaine avec le digital, va devoir se réinventer pour dépoussiérer. Tu sais, on peut faire une analogie, si vous permettez, entre le secteur du luxe et le secteur des assurances. Tu sais, les deux partagent la même chose. Ce sont de grandes maisons qui ont des années et des années et des années de travail derrière elles et qui maintenant font face à un monde et font face à une nouvelle forme de clientèle. On parle de génération Z, on parle de baby boomers, on parle de gens qui ont ce qu'on appelle le fear of missing out, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir leur mobile dans leurs mains. Ce sont des gens qui sont foncièrement nés dans l'Internet, dans le smartphone, ils ne reconnaissent pas ce que c'est un téléphone à vocalise, à ce qu'on avait dans les années 80. Donc, c'est des choses avec lesquelles on doit travailler. Aujourd'hui, le digital, ce n'est pas déshumaniser la relation entre le client et la compagnie d'assurance ou la société en elle-même. C'est de mettre un lien entre eux qui est invisible, mais qui permet un échange rapide et efficace. Maintenant, la question que tu poses, Roselyne, c'est une question, honnêtement, qui est extrêmement difficile sur laquelle il faut répondre. Pourquoi? Dans une société telle que la nôtre, qui a l'habitude du cash, tu vas me dire aujourd'hui que tout le monde va se mettre à prendre une carte de crédit, à avoir un compte en banque et de pouvoir payer l'ensemble de tout ce qu'ils veulent faire. Non, bien sûr que non. Si ce n'avait pas été le Covid-19 aujourd'hui,
on n'aurait pas eu cette explosion enfin, des paiements sur Internet, des commandes sur Internet, parce on est sur le click pay and collect. On est encore dans la culture du cash. Mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont fermé aujourd'hui, qui n'ont pas travaillé depuis 2 mois, parce qu'elles n'avaient pas cette culture digitale. Celles qui sont restées debout, c'est celles qui avaient des bases de données solides, qui avaient un ERP solide, qui avaient une méthodologie de travail, parce qu'on parle d'architecture informatique. Oui, tu peux acheter tout ce que tu veux, hein, mais si tu n'as pas d'architecture, si tu n'as pas une charte informatique, si tu n'as pas des process, si tu n'as pas digitalisé tes produits et si tu ne les as pas proposés à tes clients, tu sais combien on a reçu d'appels depuis le début de la crise du Covid-19 pour un avenant de changement de date pour les assurances voyage, pour les gens qui se trouvaient à l'étranger. Tu sais combien on en a reçu en moins de 2 mois? On en a reçu à peu près on en a reçu 3225 exactement. 3225 appels. Est-ce que tu te rends compte de la masse qu'on a eu à gérer? Alors ça, je te parle des appels, hein. Je ne te parle pas des emails, je ne te parle pas des messengers, je ne te parle pas des plateformes, des réseaux sociaux, etc. Donc, 1, il faut que tu gardes contact avec ton client. 2, il faut que tu puisses t'adapter à des situations. Parce qu'il faut le dire, le Covid-19, c'est un black swan. Le Covid-19, personne ne s'y attendait. Nous, par exemple, dans les compagnies d'assurance vie, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, 60% de notre portefeuille a été bloqué depuis 2 mois? Tu sais pourquoi? Parce que les bureaux de gestion des visas, les centres de traitement de visas, eh bien, ils sont fermés. Et s'ils sont fermés, il n'y a pas d'assurance voyage. S'il n'y a pas d'assurance voyage, qui correspondait à 60% de notre activité, c'est 60% de notre chiffre d'affaires qui part sur les 2 derniers mois. Rends-toi compte, par exemple, pour les assurances dommages, les véhicules, il y a eu une chute vertigineuse. Si ça n'avait pas été la résilience de ces compagnies d'assurance, regarde Morad ce qu'il a fait, regarde les autres collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça sous la bannière de l'unité et pour le bien-être de nos concitoyens, de nos assurés, on a renouvelé les contrats de manière automatique, sans avoir à être payé préalablement. Est-ce que tu te rends compte? Juste parce qu'on a une plateforme qui nous permet d'enregistrer la data. Est-ce que tu sens le problème en Algérie? C'est qu'il faut que ça soit obligé de par la loi pour pouvoir s'assurer. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour répondre à ce genre de choses? Eh bien, on va créer le besoin, on va générer le besoin. Et générer le besoin, c'est un tas de process et c'est un tas de produits qui permettent d'être maturés et de dire aux clients, ce n'est pas parce que c'est obligatoire que vous n'en avez pas besoin. Vous en avez besoin parce que vous devez de couvrir vos biens, vous devez de couvrir vos ayants droit, vos familles, et puis le sinistre est toujours, la prime est toujours plus chère moins cher après le sinistre. C'est-à-dire quand tu ne la payes pas, tu te dis j'aimerais payer toute la somme sans réduction pour avoir mon remboursement. Oui, écoute, c'est logique. Après, sur le domaine de l'InsurTech, j'ai toujours pas eu de réponse. Donc peut-être que Nordin pourrait nous éclairer. Je vais juste devoir quand même, Roslan, reprendre la parole parce que Hakim l'a prise pour quelques minutes et n'a pas remis le micro. Oui, mais Nordin ne l'a pas prise du tout. Ce qui est dangereux chez Hakim, c'est qu'il a encore pris une gorgée de thé, tu vois, donc il va encore parler. C'est qu'il est prêt là pour la suite. Ouais. Et je ne ferai pas la pub pour le producteur local. C'est rapide, Roslan, parce que je devais juste terminer l'idée, parce que justement, c'était pour enchaîner sur tout ce qui est InsurTech, c'est que certes, nous avons quand même une industrie qui est l'une des plus anciennes, donc des industries financières, et qui est principalement basée sur tout ce qui est relations et pratiques classiques et traditionnelles. Tout à l'heure, Nordin avait parlé, on ne va pas encore une fois reparler des actuaires par rapport à leur façon de voir les choses, mais aujourd'hui, on voit que tout ce qui est technologie vient avant, je dirais, la tarification, parce qu'on parle toujours maintenant de prévention. Et tout à l'heure, j'aurais, si nous avons le temps pour, de présenter quelques, je dirais, InsurTech aujourd'hui qui font vraiment le bonheur, donc pas mal de marchés. Et on aura à spécifier rapidement, mais vraiment d'une façon sommaire, tout ce que
je dirais, ces acteurs de l'insurtech sont en train de faire aujourd'hui. Donc, en utilisant des technologies telles que l'analyse de données, l'intelligence artificielle, les insurtech aujourd'hui permettent aux produits d'être tarifiés de manière beaucoup plus compétitive. C'est qu'aujourd'hui, quand on prend une insurtech, c'est tout simplement ce qu'on adapte et on utilise la technologie et on adapte au métier de l'assurance. C'est rien d'autre que ça. Quelques exemples, bien sûr, tout à l'heure a expliqué Hakim, c'est qu'on peut parler du back-office, du front-office, mais on doit parler aussi de tout ce qui est Internet of Things. Quand on parle de l'Internet des objets, les objets embarqués, quand on parle aujourd'hui de télématics, vous avez déjà entendu parler de tout ce qui est Pay as you drive, c'est payer quand vous conduisez, mais aujourd'hui, il y a des insurtech qui sont partis beaucoup plus loin. C'est qu'on se dit aujourd'hui, Nordin, je pense bien qu'il doit être sur le projet avec Léo Kerr, c'est qu'on se pose la question, pourquoi on devrait s'assurer tout le temps? Ça veut dire pourquoi on devrait s'assurer pendant 12 mois, alors que moi, je ne vais consommer mon assurance que pour 24 heures ou 72 heures par mois. Et il y a des insurtech qui n'offrent que ça, au fait. Si on doit quand même donner quelques chiffres, mais vraiment rapidement, juste par rapport à l'insurtech, quand on l'applique plutôt, donc appliqué aux assurances, c'est que l'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est toujours de se limiter au digital en tant que soft. Toujours pour nous, on développe un outil, on doit avoir de l'intelligence artificielle, on doit avoir de la blockchain, mais on oublie les objets qui vont avec. Si vous prenez aujourd'hui Google qui vient d'investir sur Fitbit, ils ont acheté Fitbit. Alors, le but, ce n'est pas d'investir dans une petite montre. Le but, c'était d'acheter des données de santé. Et l'idée derrière tout ça, c'est de basculer vers l'assurance, bien sûr, maladie. Ce n'est pas autre chose. C'est que vous avez aussi avec Apple, vous achetez une Apple, carrément, vous avez une Apple Watch, et avec l'Apple Watch, vous pouvez avoir des tarifications toujours en assurance maladie, et vous allez avoir des réductions sur votre assurance maladie, plus vous marchez, plus vous pratiquez des activités physiques, plus vous allez avoir des tarifications beaucoup plus préférentielles. Si on doit parler par contre à vraiment, je dirais, le taux de pénétration du digital réellement appliqué aux assurances, vraiment, les secteurs là où on pourrait réellement bénéficier du digital vont être tels que je vais le décrire actuellement. Et ça, c'est selon une étude qui a été faite par Willis Tower Watson. Et je conseille vivement, donc je pourrais partager le lien donc, par rapport à ces études-là. Ils ont une étude trimestrielle, c'est Quarter Review, qui ne parle que de ce qui est InsurTech. Donc, toute personne qui serait intéressée vraiment par ce monde-là, c'est vraiment, je dirais, le rapport à lire trimestriellement. Donc, les domaines qui arrivent vraiment en tête, c'est l'analytique. Tout à l'heure, Hakim a parlé de l'analytique parce qu'on doit parler aujourd'hui de tout ce qui est analyse prédictive. Et ça, c'est grâce, bien sûr, à la technologie de tout ce qui est intelligence artificielle. Vous avez le Customer Centricity. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de CRM, il va falloir qu'il y ait de la data, mais il va falloir aussi qu'il y ait des outils et des robots qui traitent tout ça. On a aussi la tarification, qui est vraiment un excellent secteur où la technologie pourrait intervenir. Le numérique, bien sûr, comme n'importe quelle industrie. Et nous avons tout ce qui est indemnisation et souscription. Donc ça, c'est vraiment, quand on parle assurance et digital, c'est vraiment les principaux, je dirais, vecteurs pour lesquels, je dirais, n'importe quelle personne pourrait éventuellement s'intéresser pour devoir investir vraiment dans l'insurtech. Parce que sinon, si on fait autre chose que ça, ça va être plutôt du digital en mode support et non pas en mode vraiment core system. Merci Roselyne et je laisse la parole maintenant. Ok, Nordin, s'il te Mais plaît. Roselyne, عاود la question, تعيش. C'était en gros juste de nous expliquer en quoi est-ce que grosso modo, rapidement, si tu devais expliquer ça à un enfant de 6 ans, c'est comment tu t'y prendrais? Alors, ok. Il y avait une suite de la question, non? De savoir s'il y a de la place pour ce type en fait de technologie ou de services sur le marché algérien d'après toi. Est-ce que tu envisages d'amener Léo Kerr en Algérie éventuellement? Alors, déjà, bon, on va débattre peut-être avec Hakim. Déjà, la différence entre une néo-assurance et une insurtech. Bon, je vais donner ma vision, on va dire, des choses, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore très clair, on va dire. Donc, pour moi, une néo-assurance, c'est un acteur qui vend des produits d'assurance, comme une néobanque. Donc, une néobanque, elle vend des produits bancaires. Après, elle peut avoir la licence ou pas, d'ailleurs. Hein. Ça peut être un courtier ou un assureur. Mais en tout cas, c'est une entreprise qui est normalement digitalisée à 100%, qui a des process digitaux, qui a
qui a une vitrine digitale, etc., et qui vend des produits d'assurance. Pour moi, c'est ça la néo-assurance. Et l'insurtech, c'est une entreprise qui propose une solution technologique qui peut être utilisée par les assureurs ou les néo-assureurs. Donc, je ne sais pas si je suis clair ou pas. Hakim, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ma définition? Écoute, tu es un acteur néo-assurance, donc je ne peux être que d'accord avec toi et tu as fait tes preuves. Donc, effectivement, oui. Non, mais Hakim, tu es un homme très cultivé, tu connais très bien le digital, c'est pour ça que je te demande ton avis. Absolument, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je suis Ouais, absolument d'accord. déjà, mais, très bien. Donc, déjà, on a défini finalement ce qui est une néo-assurance, ce qui est une insurtech. Pourquoi je voulais commencer par ça? Parce que ce n'est pas du tout le même métier, ce n'est pas les mêmes contraintes. Il y a certains marchés qui sont, je dirais, plus propices pour les insurtech que pour les néo-assurances. Et de ce que je vois du marché algérien, je pense qu'une insurtech, avec les grandes compétences qu'on a en Algérie dans le domaine de l'informatique, une insurtech peut exister en Algérie. Je pense qu'il doit y en avoir. Peut-être Morad, Hakim, vous en connaissez. Des startups en Algérie qui proposent des solutions utilisées par les assureurs. Il y a un incubateur qui s'est mis en relation avec, enfin, qui a fait une convention avec la SAA pour mission de lui offrir des logiciels et un panel de services qui pourraient digitaliser la fonction assurantielle. Je connais aussi d'autres assureurs qui, eux, veulent devenir des insurtech. Ils veulent se transformer et veulent devenir des insurtech. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire le contraire de ce qui est fait en Europe. Ouais. Nous, on est arrivé avec une grosse structure, on s'est posé et on s'est dit, allez, on va avancer. Puis au fur et à mesure, on a vu qu'il fallait améliorer les choses et que le digital répondait à tout ça. Donc, du coup, certains d'entre nous, et comme la 2A, comme nous, on est en train d'essayer de digitaliser tout le process. Ce qui fait de nous des insurtech, ce qui fera de nous des insurtech in fine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous allez peut-être filialiser une activité insurtech ou alors non, on va carrément se transformer. se transformer directement. Oui, tout à fait. OK. Beaucoup plus simple et surtout quand le mindset en local, quand le mindset en interne est favorable à cette transformation. Tout à fait. Donc, si tu permets, je vois par exemple beaucoup de grandes entreprises qui ont les moyens ne font pas confiance à des sociétés, algériennes pour justement leur confier des missions de digitaliser une partie d'un processus de leur métier que eux maîtrisent, mais que le gars qui maîtrise la technologie ne maîtrise pas forcément. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un prestataire de service. Beaucoup préfèrent internaliser. Donc, ils vont recruter des développeurs et ils vont internaliser cette fonction chez eux. Et ils vont se mettre en fait à avoir un département IT qui va faire du développement au lieu d'avoir recours en fait à des startups algériennes qui sont peut-être des startups incubées, mais qui ont le talent nécessaire et qui ont juste besoin en fait d'un cahier des charges qui soit bien fait. La question, c'est qu'aujourd'hui, vous vous inscrivez dans quel contexte? Est-ce que vous êtes plus vers le fait de pouvoir miser sur des jeunes pousses algériennes de manière à permettre justement à cet écosystème qui est considéré comme étant un écosystème en devenir, mais sur lequel vous êtes censé, d'après ma vision, elle est totalement subjective, mais je pense que si les grands donneurs d'ordre ne font pas confiance, ne sont pas les premiers à jouer le rôle de locomotive et à faire confiance justement à des entités pour les faire travailler, pour leur permettre éventuellement de faire ce leapfrog technologique, au lieu de l'internaliser, ça risque d'être compliqué de mettre en place un écosystème. Le deuxième truc, c'est que moi j'ai vu plusieurs entreprises internaliser ces choses-là, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu de solution digitale à proprement dit qui soit proposée et successful sur le marché. Donc l'un dans l'autre, on est un petit peu dans le domaine car le serpent qui se mord la queue. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et où est-ce que vous vous positionnez. Quand on dit il faut se baser sur des jeunes pousses algériennes, je veux bien. Atteignez, s'il te plaît, atteignez un annuaire des startups par secteur d'activité et par région. Tu me donnes ça, à ce moment-là, oui, je peux aller les voir ou je peux aller discuter avec eux. Mais si tu me dis, il y a des jeunes pousses là, des jeunes pousses là, des jeunes pousses là, je ne peux pas.
nous, en tout cas en tant que grand donneur d'ordre, enfin grand donneur d'ordre entre guillemets, parce que le vrai donneur d'ordre aujourd'hui pour des startups telles que les nôtres aujourd'hui en Algérie, c'est l'État. C'est la commande publique. C'est la commande publique qui fait le fond d'amorçage. Nous, le problème aujourd'hui, c'est qu'on, d'abord, on les connaît pas, on n'a aucune visibilité sur elles. Donc, donne-moi un annuaire et à ce moment-là, laisse-moi travailler. Deuxième élément, comment veux-tu que je travaille? On peut tout dire sur le fait qu'on s'intéresse aux nouvelles technologies, etc. Mais il y a un fait, je ne suis pas un professionnel des serveurs, des mesures de sécurité informatique. J'y connais rien à ça. Tout ce que je sais faire, c'est de mettre les gens ensemble pour travailler et pour formaliser un schéma tactique qui soit opérationnel et performant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit, là où je te rejoins, c'est qu'on doit prendre des experts dans le domaine. Et ça, il y a des sociétés qui sont connues en Algérie, qui travaillent avec qui travaillent avec nous. Comme si je peux me permettre, moi, par exemple, c'est devenu un ami. Hein, j'ai un ami à moi qui, par exemple, fait Paranedir, qui est MedCS, qui nous a fait toute l'architecture. Toute l'architecture informatique qui fait qu'aujourd'hui, on se repose sur des outils technologiques solides. On a des sociétés, enfin je ne vais pas faire la pub de tout le monde, mais on a beaucoup d'experts et de sociétés qui travaillent avec nous et on n'internalise pas à proprement parler l'ensemble des process, sauf le RP. Le RP, on a nos développeurs qui sont des assureurs, parce qu'il faut comprendre que le langage assurantiel en informatique est très particulier. Donc, du coup, il y a tellement de paramètres qu'un profane dans le domaine des assurances ne peut pas prendre en charge ce type de langage ou d'activité ou formaliser un programme dans le domaine des assurances. Donc, vraiment, il faut qu'il ne soit pas profane dans ce secteur-là. Donc, oui, on voudrait bien, mais il nous faudrait l'information déjà pour pouvoir travailler avec des startups ou des jeunes pousses. Ben écoute, le GAN est en train de travailler justement à construire cette base de données et elle sera mise à disposition de toutes les entreprises qui seront à la recherche de compétences locales. Eh bien, alhamdoulilah, ça arrive, c'est bien. On y bosse, on y travaille, mais on aura besoin de tout le monde. Mais on sera là pour vous. Et on sera là pour vous autant que vous pour nous, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Ben justement, mais nous, on fait ça justement pour pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques qu'on a vues, dont on a parlé la dernière fois, quand on a fait Absolument. le dernier truc. Mourad, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, s'il te plaît? Quelle est la position aujourd'hui, ta position à toi et la position de la 2A par rapport à ce que je viens de dire? Je vais rajouter quelque chose qui est diamétralement opposé à Hakim. Ce ne sera pas la première fois. Hein. C'est pour ça qu'on s'adore. C'est pour ça que nous sommes complémentaires. Au fait, il va falloir réellement qu'on se mette face à la réalité des choses. Il faut qu'on cesse réellement de nous mentir. C'est que nous sommes entre Algériens aujourd'hui. Je pense bien qu'il devrait y avoir peut-être quelqu'un d'autre parmi nous. Et je pense bien que nous devrions déjà avant tout rendre hommage à l'université algérienne, parce que les trois, comme nous sommes ici, on a fait l'université algérienne, même si par la suite, chacun de nous a fait autre. Oui, voilà, je parle des intervenants et toi aussi, Roslan, bien sûr. Et même si moi, par la suite, tel que Hakim, tel que toi, tel que Nourdine, on a fait autre chose, je ne l'ai pas précisé au début, je suis membre associé de l'Institut des assurances de Londres, je suis assureur professionnel agréé par l'Institut de Londres aussi, mais il va falloir qu'on se mette réellement face à la vérité. La vérité est que sur le marché, nous n'avons aucune solution assurantielle. Il y en a une seule, je pense bien que Hakim connaît de quoi je parle, des jeunes qui arrivent vraiment à développer quelque chose et qui aujourd'hui sur le marché arrivent à connaître réellement un vrai sens. Le souci, c'est quoi? C'est que il ne suffit pas de développer ou de mettre en place un cahier des charges et le mettre et que les jeunes viennent prendre le cahier des charges et développer quelque chose. Pour votre information, aujourd'hui dans le monde, on ne développe plus de l'open source pour de la messagerie. Si on veut de la messagerie, on va acheter G Suite ou on achète tout simplement Office 365. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont réellement devant. Il n'y a personne qui va essayer de concurrencer Microsoft pour mettre en place un outil de messagerie, pour qu'on soit bien d'accord. Pour les assurances, il faut croire qu'il y a vraiment des leaders mondiaux.
J'ai eu la chance, en étant à la Trust, d'être le project champion pour l'implémentation du logiciel. Et par la suite, c'était réellement des appels d'offres internationaux. On a eu à traiter vraiment des géants de l'industrie du digital, notamment Zuber, Ibautech, Biontech, et il y a aussi un acteur de la région MENA qui est très, très performant. Mais sur le marché, nous n'avons pas réellement, vraiment un outil ready-made qu'on peut consommer. Il faut noter une chose, c'est que déjà une solution prête à l'emploi, je dis bien prête à l'emploi, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur les best practices, c'est les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, on les acquiert vraiment en se frottant au plus grand. Quand on met en place un outil avec X, Y, Z société, avec le temps, cet outil-là deviendra réellement, on arrive à le parfaire. Par la suite, l'outil, si une ou un acteur algérien venait à l'acheter, croyez-moi que vous avez minimum 12 à 18 mois de paramétrage. Hakim l'a bien précisé, c'est qu'il faut vraiment des gens du métier, des business analysts qui arrivent vraiment à pouvoir communiquer avec les gens d'IT pour pouvoir paramétrer. Alors maintenant, je pose la question, j'aimerais bien, s'il y a des personnes ici qui voudraient éventuellement à la fin intervenir, combien faudrait-il du temps pour développer l'application elle-même, basée sur les normes et standards internationaux? C'est que ce n'est pas quelque chose qu'on vient tout simplement nous en tant qu'acteurs et on achète. Je suis sur le marché algérien, nous sommes sur le marché algérien en tant que 2A et nous avons déjà acheté quelques petits outils développés par des Algériens. Nous n'avons pas honte d'acheter algérien. Au contraire, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de génie et on pourra créer beaucoup de choses. J'arrive à dire une chose, c'est que pourquoi il fallait se remettre vraiment face à la réalité, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose à dire, c'est que je dis aux jeunes investisseurs, à tous ceux qui veulent vraiment se mettre à l'InsurTech, il va falloir déjà se mettre à comprendre notre business. Ce n'est pas une question de cahier des charges. Parce qu'un cahier des charges ne va jamais expliquer le business. Il va dire, voilà ce que je veux. Je veux de la souscription. Et quand on dit souscription non-life, elle est déjà comprise par 36 millions de personnes. Donc, il va falloir que l'investisseur et l'InsurTech algérienne comprennent c'est quoi le business assurance. Et de là, je vais vers un point très, très important, Roselyn, si tu permets, c'est qu'il va falloir que les startups algériennes commencent à se spécialiser. Si Nordine, je pense qu'il va partager mon avis là-dessus, vous n'allez jamais trouver une startup qui fait 36 000 choses. C'est 1000 métiers, 1000 misères. Les gens s'intéressent vraiment à une industrie, à un segment, et ils mettent le paquet. Et par la suite, il va falloir avoir le courage d'échouer et de reprendre, et de vouloir faire la meilleure application. Il faut croire que sur un marché sur lequel il y a 13 acteurs non-vie et 8 acteurs vie, nous n'allons pas acheter des softwares chaque année. Le core system, c'est pour minimum 10 ans. Donc, tous ceux qui disposeraient déjà d'un outil ne sont pas des acheteurs potentiels. C'est qu'il y a d'autres segments sur lesquels il va falloir quand même que les gens réfléchissent. Quand on parle de l'intelligence artificielle, il va falloir que l'investisseur, lui, vienne m'expliquer comment il va solutionner un problème chez moi en me proposant un outil. Nous avons, par exemple, on parle toujours du système de tarification, alors qu'il y a pas mal de systèmes derrière qui sont très, très simples. On peut avoir, par exemple, la cartographie des risques catastrophes naturelles. Et on peut avoir des outils de traitement de l'accumulation des risques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut développer en interne. Nous, on n'en aura pas à partir des achats à l'étranger. Donc, il y a des choses qu'on peut développer. Mais pour ça, je pense bien qu'il va falloir organiser plus de workshops pour que ces jeunes-là, plutôt, s'intéressent à notre métier. Mais une fois qu'ils s'intéressent, ils vont trouver vraiment les areas, donc les zones, je dirais les zones dans lesquelles ils vont pouvoir, eux, avec la technologie qu'ils vont apporter, réellement nous trouver des solutions. Et là, on pourra plutôt discuter de comment acheter chez eux. Et ça, on le fera, mais vraiment, vraiment avec grand, grand plaisir. De toutes les façons, par rapport à... Oui, Hakim, vas-y. Pardon. De toutes les façons, il faut être clair. Hein. Vu la crise qui a touché tous les pays du monde, et particulièrement l'Algérie, on va être clair. Acheter des logiciels ou acheter des services à l'étranger, ça va plus être possible. Hein. Ben, famo. Donc, c'est clair et évident qu'aujourd'hui, c'est avec les compétences algériennes qu'on va pouvoir construire d'abord un système d'exploitation, enfin des logiciels, des ERP, des ECM, parce qu'on a beaucoup de questions là qui sont en attente, qui sont très intéressantes et qu'on va développer ici en interne. Et il y a eu des expériences totalement ratées, hein, avec des achats de logiciels qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Aujourd'hui, nous, tu as parlé de la 2A, je te parle aussi de ma Servie. Aujourd'hui, nous, on a toute
une aile, entre guillemets, recherche-développement de près de 10 personnes qui font que ça, qui ne développent que des logiciels pour notre compte, pour le compte, et qui sont salariés de notre société, et qui développent tout ce que vous êtes en train de voir et qui sort au fur et à mesure. Aujourd'hui, par exemple, on a mis des modules qui vont directement, qui sont utilisés directement par le client. Il n'a plus besoin de déposer quoi que ce soit à notre niveau quand il y a, par exemple, des dépôts de dossiers sinistres. Il ne les dépose plus. Tout est digitalisé, tout est numérisé, tout est envoyé. Même les transferts de fonds. Aujourd'hui, parce que les compagnies d'assurance travaillent avec les banques, nous, on travaille, par exemple, avec Société Générale. On en est très heureux. On arrive à faire maintenant, grâce au système qu'on a mis de cash management, on arrive à payer plus de 80% de nos sinistres directement par virement bancaire. On n'a plus besoin de chèque. Et évidemment, on ne paye pas par cash. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si on ne se repose pas sur les compétences algériennes, ce n'est même pas la peine de croire qu'on va pouvoir faire quelque chose et qu'on va pouvoir payer en devise quelque chose. Tu peux me ramener tous les systèmes du monde. Il y en aura qui sont évidemment indubitablement importants. Tu as parlé d'Office 365. Il n'y a personne qui peut le concurrencer aujourd'hui. On est bien clair, mais je ne te parle pas de ça. Ça, c'est des services, tout ce qui est collaboratif, etc. Moi, je te parle du système de gestion de la production à la gestion des sinistres. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est ce que tu me remontes comme information sur mon tableau de bord. C'est ça le plus important. Et ça, aujourd'hui, et c'est vrai, regardez ce qui se passe en Europe. Ils cherchent les compétences, par exemple, les compétences algériennes, qui sont parmi les compétences les plus remarquables. Il faut le dire. Mais aujourd'hui, on les considère comme… D'abord, ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien rémunérés. Ils n'ont pas accès à la commande, on ne les connaît pas, donc il va falloir structurer tout ça. Et ça, c'est votre rôle, Roslan. Ça, c'est votre rôle d'être médiateur entre ces gens-là, ces experts, ces ingénieurs, et nous, en tant que demandeurs, non pas donneurs d'ordre. Vraiment, on est demandeurs de ce genre de choses. Écoute, oui, on est d'accord là-dessus. Hein. Oui, évidemment. Mais il faut qu'on ait une base documentaire, il faut qu'on ait un annuaire, il faut qu'on puisse se connaître, se voir, discuter, parce que c'est un métier spécifique. Mourad te l'a dit, c'est un métier qui est compliqué à traduire en langage informatique. Tu as répondu partiellement de toute façon à la question en disant que tu avais aujourd'hui, toi, tu fais partie des sociétés qui ont internalisé le développement. Ah oui, mais avec des compétences algériennes. Oui, avec des compétences algériennes, oui, je sais, il n'y a pas de souci. Ouais. La différence entre ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui va créer une start-up, aujourd'hui, peut trouver peut-être plus d'emplois au sein de grandes sociétés pour pouvoir exprimer son savoir-faire plutôt que de créer une start-up et de proposer éventuellement un service. Avant, ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils devaient faire parce qu'il n'y avait pas forcément de demande pour leurs compétences sur le marché du travail. Toi, tu es en train d'en créer, tu es en train d'y répondre en créant, mais le fait que tu aies internalisé ça fait que tu n'as plus besoin de start-up qui viennent éventuellement pour te proposer ce que tu fais déjà. Écoute, moi, à partir du moment, tu sais, on ne fait pas tout, hein. Faut pas croire. Hein. Je ne suis pas fou pour dire qu'aujourd'hui, je suis capable de faire avoir toute l'envergure possible dans le domaine du digital. Attention, hein, tu as beaucoup de choses. Tu as les smart contracts, on a parlé des IoT, et puis les compagnies d'assurance sont destinées à vendre autre chose que de l'assurance, au fond. Il faut le comprendre. Et là, je pense que Nordin peut nous en parler. Il y a des insurtech et des néo-assurances en Europe qui sont en train de vendre aujourd'hui des objets connectés qui permettent de prévenir, par exemple, les incendies ou de détecter des fuites de gaz ou des choses comme ça. Je préfère aussi donner la parole à Nordin qui va nous expliquer un peu aussi ce qui est en train de se passer en Europe. À ce sujet-là. Tout à fait, Hakim, tu as raison. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a certaines néo-assurances qui se positionnent sur le home care et pas uniquement la partie assurance. Hein. C'est-à-dire que tu as tous les capteurs, effectivement, qui sont inclus et tu as des algorithmes qui travaillent sur la prédiction, la prévision des sinistres. Bien sûr, il y a un gain pour les assureurs, hein, moins il y a de sinistres, mieux c'est, mais aussi pour les assurés parce qu'ils auront aussi une sécurité qui est renforcée par ces équipements divers et variés. Donc, c'est la même chose pour l'auto. Il y a des algorithmes aujourd'hui, des objets connectés qui permettent de travailler sur la prédiction des accidents.
sur le fait enfin, quelque chose d'assez basique, hein, les dashcams qu'on a aujourd'hui dans certains véhicules ou dans les Tesla particulièrement, ça permet aussi d'éviter les conflits en cas de sinistre, d'avoir une sécurité aussi renforcée. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont fournies par les assureurs aujourd'hui, l'équipement lui-même, mais toute l'infrastructure qu'il y a derrière, c'est-à-dire la récolte de la data, le traitement de cette data et la transformation de cette data en quelque chose d'utile fonctionnellement pour le client et pour l'entreprise d'assurance. Donc, le métier se transforme effectivement. Le métier d'assureur se transforme et ils ne vont plus, comme avant, uniquement des produits d'assurance, je dirais, basiques sur un papier. Là, il entoure ça de services complémentaires. Et j'irai même plus loin. On a signé un accord avec deux grandes entreprises la semaine dernière. Une, c'est un fabricant d'objets connectés et l'autre, c'est une entreprise de télésurveillance, une grande entreprise de télésurveillance. Et donc, tous les trois, on va vendre un package complet incluant donc, la partie assurance, incluant la partie capteur, la partie télésurveillance. Il y a des équipes derrière des plateaux, je dirais, de télésurveillance avec des gens qui peuvent se déplacer s'il y a un problème, etc. Et on est en train d'inclure un énergéticien avec nous. Donc, la partie énergie aussi, parce que les équipements, les capteurs qu'on a mis dans la maison permettent d'économiser de l'énergie, de travailler aussi sur cet aspect-là. Voilà, donc après, c'est 4 entreprises qui s'allient, mais demain, ça peut être une seule entreprise finalement qui propose plein de services autour de l'assurance. Donc, l'assurance, je viens de le dire, ça devient un service comme on achète de la télésurveillance, comme on achète autre chose. Et puis, Roslan, je vais vous ajouter juste un truc et excusez ma franchise. Donne-moi un accès à Internet rapide et après bloco et babak. Parce qu'on est en train de parler intelligence artificielle, big data, il faut déjà les stocker, il faut déjà les traiter, il faut déjà avoir l'accès. Quand tu me demandes à moi de mettre d'avoir un câble, une liaison spécialisée, tu vois le temps que ça prend, tu vois le coût que ça a. Est-ce que tu vois ce que je veux dire sans faire de polémique stérile, hein, mais il y a un moment donné, il y a une réalité. La semaine dernière, on en parlait, toi et moi, sur Starlink. Starlink, c'est le patron du groupe Tesla, Elon Musk, qui essaye de ceinturer la planète entière en mini-satellites qui vont pouvoir donner de l'Internet en haute capacité, en haute disponibilité et en haute stabilité. Je veux dire, à un moment donné, avant de parler de l'écosystème, de tout ça, etc., mets-moi en place ce genre de choses. Donne-moi une bande passante qui est stable. Parce que moi, par exemple, je vais te dire, on a eu beaucoup de problèmes avec des micro-coupures. Et ça ne peut pas passer. Donne-moi une énergie stable où il n'y a pas à un moment donné une injection d'énergie où de 220, je monte à 380, on a les serveurs. C'est ça aussi, tu vois. Donc, quand tu as ce socle-là, à ce moment-là, tu peux parler d'autre chose. Ou je m'excuse de revenir sur ces choses qui nous semblent être basiques, mais bon, c'est un fait. Il va falloir qu'on s'y mette. Après, on pourra parler de porte-monnaie électronique, on pourra parler d'établissements payeurs, on pourra parler de commerce électronique. Jama'a, merci beaucoup. On va quand même prendre un moment pour répondre à certaines questions qui ont été posées. Est-ce que je sais que vous les avez probablement lues, tout comme moi, au fur et à mesure. On a alors 2 secondes. Hein. Et elles sont vraiment fantastiques les questions qu'on pose là, vraiment. Alors tac. Juste pour entre le moment où tu trouves les questions et le moment où on va y répondre, je vous donne un exemple dans l'expertise, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'expertise en incendie se fait par drone avec certaines compagnies? Se fait par drone. Rendez-vous compte, les sinistres automobiles sont constatés par drone aux États-Unis, à Dubaï, dans d'autres pays. Attention, on est en train d'évoluer. Regardez la souscription. Alors, ça, Nordine, je voudrais juste que tu en parles. Tu as vu ce qui est en train de se passer avec Alexa?
les assistants vocaux qui, eux, prennent commande de votre souscription en assurance multirisque habitation. C'est l'assistant vocal. On est dans l'ère de la robotisation. On est passé à un autre niveau. Je veux dire, c'est terminé. Aujourd'hui, toi et moi, on est en train de parler, je vous dis la vérité, on est en train de parler de quelque chose c'est terminé, c'est clôturé ce dossier ailleurs. Donc oui, il faut commencer. Oui, le gap, on peut le récupérer, mais commençons par le commencement et allons vite dans ça. Et concomitamment. Brab, Inch'Allah. C'est juste, Inch'Allah, donc voilà, on a Sofiane qui nous dit, suite à la pandémie, va-t-il y avoir la disparition de certains produits et la naissance d'autres? Est-ce que la pandémie du Covid-19 a eu un quelconque impact sur les types de produits que vous proposez, ou est-ce que c'est une opportunité pour vous pour proposer éventuellement de nouveaux produits ou pas du tout? Je peux répondre? Bon, alors je t'explique. Il y a, dans les compagnies d'assurance, il y a rarement de disparition de produits. Rarement. On les met de côté, on les vend plus, on n'en parle plus. Enfin, on les vend, on les met de côté. Mais on ne les fait jamais disparaître. Par contre, sur la question sur le Covid-19, effectivement, la pandémie, il va y avoir, et il y a une réflexion autour du fait de la couverture en perte d'exploitation, mais ça reste du dommage, contre les risques de pandémie, par exemple. Et ça a été un débat, et c'est un débat extrêmement tendu aujourd'hui entre les assureurs et l'État français, par exemple, ou même les États européens en règle générale, même chez nous. Et donc ça, c'est effectivement le Covid-19 non seulement a été un accélérateur de transformation technologique, d'adoption de nouvelles techniques et de nouvelles technologies, mais aussi c'est indubitable que ça va booster des produits en assurance vie, par exemple, et ça va booster des produits en assurance dommage, tels que la couverture contre la pandémie. Mais là, je laisse Mourad d'en parler, par contre. Tu veux rajouter quelque chose? Merci beaucoup, Hakim. Oui, si tu permets, Roslan, je remercie la personne qui a posé la question. Ça rejoint exactement un webinaire que nous allons organiser ce jeudi. Donc, c'était pour les courtiers ainsi que quelques acteurs du numérique en Algérie. Il y a même quelques personnes qui sont là aujourd'hui, qui étaient avec nous le jeudi. Le webinaire était intitulé « Le Covid-19 comme catalyseur de la transformation digitale ». Et on a abordé deux sujets. Le premier, c'est la transformation digitale elle-même, parce que réellement, ça nous a poussé. La preuve, aujourd'hui, nous sommes là à 40 personnes à faire un séminaire, donc un webinaire, et nous sommes tous chez nous et nous sommes d'accord, même si la connexion n'est pas aussi bonne que ça. Je souligne et j'applaudis ce qu'a dit Hakim. Mais bon, je pense bien qu'on peut quand même aller au-delà, parce que je pense que quand on développe en interne, on n'a pas réellement ces contraintes-là. Mais le souci qui se pose aujourd'hui en matière de couverture et de produits, certes, il y a une grande problématique qui est la perte d'exploitation, parce que je pense que pour les assurances vie, donc le problème ne se pose pas, vu que les décès ont été couverts, et pour ce qui est de la partie maladie et health, c'est déjà pris en charge par les États eux-mêmes, donc les soins sont donnés déjà gratuitement par les hôpitaux, donc la question ne se pose même pas. Pour ce qui est de la partie perte d'exploitation, il va falloir noter une chose, c'est que le risque lui-même n'a jamais été assuré. Donc, il ne m'en est pas parlé d'indemnisation tant que le risque lui-même n'a pas été assuré. Pour qu'il y ait disparition de produits, non, je ne pense pas. L'avènement de nouveaux produits, je dirais que si. Parce que si on revient 30-50 ans en arrière, dans quelques décennies, le produit catastrophe naturelle n'existait pas dans quelques pays dans le monde. En Algérie, il n'a connu sa venue qu'en 2003, donc après le tremblement de terre de Bangladesh, et la loi est sortie, et par la suite, les premières polices catastrophes naturelles ne sont venues qu'en 2005. Mais pour souligner quelque chose, ce ne sont pas des produits par lesquels nous, assureurs, gagnons ou gagneront quelque chose. Donc, c'est beaucoup plus des choses que nous faisons, que nous mettons en place, bien sûr, en tant que beaucoup plus, je dirais, apporteurs de solutions pour le marché, mais les garanties ne seront jamais là pour pouvoir lutter contre une pandémie. Il faut bien noter que tout ce qui est pandémie, ce sont des risques systémiques et non assurables. On ne peut pas assurer un risque systémique. Donc, nous pouvons atténuer les impacts financiers, préjudices financiers, oui, mais il faut croire une chose, c'est que nous sommes tout autant, nous, en tant qu'assureurs, victimes de cette pandémie, au même titre que tout autre acteur, je dirais, de l'économie. Mais certes, on a réfléchi pour clore la question, Roslan, c'est que comme nous avons aujourd'hui sur le marché et au niveau international des programmes qui s'appellent CatNat, donc par rapport aux catastrophes naturelles, c'est qu'il y a une réflexion qui a été lancée, des discussions qu'on a eues avec les réassureurs, etc., pour mettre en place ce que nous appelons aujourd'hui des Health Cat, qui sont des programmes carrément de catastrophes sanitaires. Donc, pour la couverture de ce genre de risque. Merci. Tu veux rajouter quelque chose?
Non, non, c'était très clair et assez complet. J'ai rien à ajouter là-dessus. Ok, très bien. Donc, autre question, Merci Nabil. on va descendre. Alors, il y a Farhat Al-Bnabil qui nous dit, peut-on savoir quand est-ce qu'on va sortir de l'assurance chiffrée à l'assurance innovée où l'opportunité se présente avec une situation globalisée? Personnellement, moi, je n'ai pas très bien compris la question. Peut-être que ça vous parle à vous plus. Non. Non? Honnêtement, il faudrait qu'il précise peut-être sa question. Ok, bah écoute, c'est peut-être qu'il va le faire. On va passer à la suivante du coup. Donc, on a la numérisation des dossiers de sinistre, tu en as parlé, Hakim. On a Karim Bibitriki, que je salue. Salut Karim. On salue Alors, il y tous. a trois questions. La première, c'est Salut Karim. pardon. Alors, comment voyez-vous l'évolution des investissements en matière d'IT du secteur des assurances en Algérie durant les 2 dernières années? Durant les 2 dernières années, écoute, honnêtement, moi, de ce que j'ai vu, mais bon, moi, je viens un peu en autarcie avec mes équipes. Moi, de ce que j'ai vu, très honnêtement, les compagnies d'assurance se sont mis au digital. C'est-à-dire, quand je te dis se sont mis au digital, je ne parle pas de marketing ou autre chose, je te parle d'architecture. Donc, il y a eu des achats, il y a eu des investissements qui ont été faits dans le domaine de l'IT. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait avec les meilleurs Par exemple, Sikalim, c'est l'un des meilleurs de la place. Tu ne peux pas avoir mieux avec tout le respect que j'ai aux autres, mais si Karim Bebitreki, c'est une référence. Donc, c'est la manière dont tu peux. Il faut faire attention au surdimensionnement. C'est-à-dire, si tu achètes un serveur qui est capable de concurrencer, je ne sais pas moi, des serveurs mondialement, enfin des marques mondialement reconnues, non. Mais effectivement, moi, je trouve qu'en termes d'investissement, il y a eu une vraie réorientation, une vraie prise de conscience sur le fait de mettre en place une architecture informatique. Pas d'acheter, je ne parle pas d'appareillage ou de trucs comme ça. Non, 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 non. Il y a eu une prise de conscience. Ok. Quelles sont vos priorités en matière de projet IT pour la période 2020-2021 sur les 2 prochaines années? Bah, écoute, moi, c'est C'est très toujours simple. Karim. Moi, dans mon cas, c'est la digitalisation, la virtualisation complète de mon retail, c'est-à-dire la virtualisation complète de l'ensemble de mes produits à mettre sur le net. C'est aussi simple que ça et à mettre à disposition de ma clientèle en B2B. Ok. Morad? Alors, je salue c'est Karim, j'espère qu'il va bien. Ça nous fait toujours plaisir de l'avoir parmi nous. Comme a dit Hakim, il n'est même pas besoin, je dirais, d'être présenté. Je le remercie pour ces questions. Pour la première question, je dirais que pour notre part, en tant qu'acteur, je parle de la DESA, il y a eu quand même pas mal d'investissements et les premiers sont principalement basés sur justement les data centers, donc même les sites dupliqués, donc pour ce qui est DataGuard, etc. Donc nous sommes actuellement donc, en train de finaliser le site d'Alger pour avoir notre deuxième site qui sera, Inch'Allah, donc, sur Oran. Le deuxième investissement pour ce qui est de 2020-2021 est basé principalement justement parce que nous préparons notre transformation digitale comme il se doit. Et la première chose sur laquelle nous avons misé, c'est la sécurité. Donc, on ne peut pas parler de transformation digitale si on n'a pas réellement les infrastructures donc de sécurité, donc que ce soit réseau, hard, ou plutôt donc c'est sécurité logique et sécurité physique. Donc, toutes nos équipes travaillent sur ce sujet-là, avec bien sûr les plus gros donc, du marché donc, de l'infrastructure réseau, notamment Cisco et Forti. Donc, avec ces deux-là, nous sommes en train de mettre ça en place. Ce sera donc pour 2020. Et par la suite, il y aura la liaison, bien sûr, par ligne spécialisée entre les sites donc secondaires, qui sont les directions régionales, et la direction générale. Et tout ça, c'est juste en préparation, justement, pour la mise en place des futures solutions informatiques donc, qui seront, bien sûr, donc, acquises et installées. Nous avons déjà commencé par la digitalisation de tout ce qui est activité ressources humaines. Donc, de A à Z, c'est carrément de l'entretien jusqu'à la mise en retraite donc, de l'employé. Et ça rentre carrément dans notre stratégie donc, groupe en matière d'investissement sur l'humain. Et à partir donc, de juin 2020, nos employés
disposeront tout simplement donc tout ce qui est outils digital pour pouvoir prendre leur congé, demander leur titre de congé, déposer leur maladie à partir de la maison sans pour autant se déplacer. Les managers aussi auront à accorder leur congé sans pour autant aller voir qui est là, qui n'est pas là. Il y aura un suivi donc des congés, etc. Ça, c'est juste pour vous dire que c'est je dirais, donc c'est l'un des chantiers internes que nous sommes en train de digitaliser, ainsi en nous faisant de même avec le core system. Et c'est pour ça qu'avant de nous ouvrir vers l'extérieur, je ne m'érige aucunement en tant que donneur de leçons, mais Karim a posé une question très, très importante sur quoi vous voulez investir. Parce que quand on parle encore une fois de digital, je pense bien que l'un des points bloquants, c'était, je pense, la première question aussi, Roselyne, par rapport à ce webinaire, c'était quels étaient les points bloquants. Les premiers points bloquants, c'est la culture en entreprise. Et si nous n'avons pas réellement investi en sécurité, ce n'est vraiment pas la peine. Le moment d'aller chercher à commercialiser sur le web et à ouvrir ses services pour pouvoir, dès demain, pouvoir faire des transactions financières. La sécurité avant tout, et je pense bien que c'est ce que voulait comme réponse Karim, de ma part et de la part de Hakim. Nordine, tu as quelque chose à ajouter ou... Non, non, écoute, je suis admiratif devant le travail qui reste à faire, effectivement, et la vision de mes collègues. Hein. Donc, c'est très, très bien. Moi, en tout cas, je suis à leur disposition s'ils ont besoin de mon support sur ces sujets-là. Donc, ce sera avec grand plaisir. Très bien. On a besoin de toi avec nous. Une autre question. Est-il envisageable d'implémenter un système bonus-malus en assurance en Algérie? Alors, bon, c'est bonus-malus, tu sais, en règle générale, c'est pour l'automobile, donc laisse-moi là d'en parler. C'est sa sphère d'activité. Je sais que tu as les capacités techniques pour pouvoir l'appliquer à l'assurance maladie. Pardon, Roselyne? Explique rapidement, s'il te plaît, pour qu'on puisse prendre d'autres questions. Parce qu'il est déjà. Alors, rapidement, la réponse, vu que la question était une question fermée, la réponse sera fermée. Donc, oui, déjà, le bonus-malus existe en Algérie. Nous avons tout simplement un tout petit souci avec le fichier national des conducteurs, c'est que nous n'arrivons pas. Encore une fois, je reviens au problème de la data. C'est que nous n'avons pas une data intègre par laquelle on pourra éventuellement pister les chauffeurs pour savoir qui est le bon, qui est le mauvais. Demain, je pense bien que c'est le cas chez Léo Caire. Quand tu pars acheter une police automobile, la première question qu'il te pose, il te dit est-ce que tu as un bonus quelque part? Mais si tu l'as, tu dois prouver que tu l'as. Et nous n'avons pas ça et c'est un problème intégré. Donc oui, ça existe. Et c'est clair que demain, avec les télématiques, ce sera appliqué et c'est carrément payé quand vous conduisez. Donc oui, le programme existe. Il va falloir juste mettre vraiment les outils qu'il faut pour ça. OK, très bien. Anis Abebsia, que je salue, salut Anis, pose la question. Dans des pays européens, la France par exemple, des fonds de solidarité pour le soutien aux micro-entreprises pour cofinancés par l'État et les compagnies d'assurance. Pensez-vous que les compagnies d'assurance puissent avoir un rôle à jouer dans ce sens? Je suppose en Algérie, forcément. Oui, évidemment. J'attendais que les collègues, enfin, mes camarades puissent en parler. Oui, mais effectivement, mais bon, maintenant, il va falloir tu sais, il faut comprendre aussi que nous, on est prêt à financer des choses qui ont pour conséquence qui nous font un retour sur investissement. D'accord? Tu n'es pas l'État et tu ne seras jamais l'État. Et il ne faut même pas essayer d'imaginer d'être capable de financer des choses comme l'État le fait. Donc, oui, les compagnies d'assurance peuvent le faire. C'est en train de se faire, c'est en train de se formaliser. Mais ça dépend de la proposition de valeur qui est faite. Tout est une question de value. Tu me donnes des valeurs, tu me dis voilà ce que ça peut t'apporter, voilà ce que ça peut se faire. Oui, effectivement, mais on n'est pas là à financer à fond perdu. Il faut le dire. On a un discours franc et sincère. On n'est pas des multinationales. On n'est pas parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui s'appuient sur des maisons mères qui ont une dimension internationale. Il y en a d'autres qui sont c'est une société qui est posée en Algérie, qui essaye de réussir, qui avance, et des petites sociétés. Je te dis que le sou, c'est le sou. Donc, dire qu'on va financer, etc., tout azimut comme ça, non, ce n'est pas vrai. S'il y a quelque chose qui est intéressant et qui peut nous ramener, qui peut avoir un retour sur investissement, ça sera avec joie, mais pas plus. OK.
Roslan, si tu permets juste, je réponds à à cette question parce qu'elle elle est vraiment très très importante. Hakim a bien expliqué le sujet par rapport aux investissements. C'est que nous investissons dans des projets qui réussissent. C'est pas vraiment des capitaux, des capitaux risques qu'on investit pour pouvoir savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Il n'y a pas je dirais, de secret par rapport à ça. Je vais citer juste trois exemples, mais très très rapidement. Vous avez vu que j'aurais bien aimé partager avec l'ensemble des personnes qui sont présentes vraiment un petit PowerPoint pour qu'ils puissent voir vraiment les insurtechs qui se font dans le monde. Et notamment, il y a Léo Kerr qui est aussi sur le slide. Je voulais aussi citer le cas juste d'une insurtech, mais vraiment, vraiment, vraiment ingénieuse, mais qui n'a rien à voir avec le business. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec la souscription ni autre chose. Il y a un ancien, vraiment un professionnel que je connais, donc, qui avec le temps est devenu donc, un ami parce qu'on se voit assez souvent. Et le gars travaillait chez AIG. C'était un souscripteur senior chez AIG à Dubaï. Toute sa vie, il a fait que de la souscription. Alors, il s'est avéré que 5% des risques industriels assurés seulement sont visités et 95% ne sont pas visités. Ça veut dire qu'on ne fait pas de visite de risque systématiquement pour les risques industriels. Et ça, c'était vraiment un gap important pour lui, c'était le marché. Alors, qu'est-ce qu'il développe? Et j'invite tous les professionnels ici avec nous, des assurances et même de la technologie, d'aller visiter leur site web pour voir ce qu'ils font. Ça s'appelle Digital Eye. Donc, c'est l'œil digital. C'est quoi? Il a juste développé une paire de lunettes connectées. Donc, je rejoins ce que Karim Bibitri qui avait parlé, donc tout ce qui est IoT, les Internet, donc Internet of Things. Il a développé une paire de lunettes qui est connectée à des serveurs. Et ces serveurs-là sont accessibles, bien sûr, par des experts dans le monde entier. C'est-à-dire que même si vous êtes à Congo-Brazzaville et vous voulez visiter un site, par exemple, de l'industrie du plastique, vous allez accéder là-bas, vous allumez vos lunettes et systématiquement, vous demandez l'intervention d'un expert spécialisé dans le domaine. Il pourra intervenir à partir de Toronto, il pourra intervenir à partir de Tokyo, comme il pourra intervenir à partir de Paris. Et tout simplement, le gars, il s'est vu une levée de fonds de qui? De Google. Ça veut dire que l'idée, elle est venue après, plutôt avant les fonds, et non pas l'inverse. C'est que lui, il a trouvé une solution qui marche. Aujourd'hui, l'idée, elle est adoptée par pas mal de réassureurs et ça voyage vraiment dans le temps. Et vraiment, vraiment, il a fait un bon petit bonhomme de chemin. Et là, je pense qu'il est à troisième paire de lunettes. Je parle de génération. Il est à sa troisième génération. C'est de ce genre vraiment, je dirais, de solutions que le métier et que le secteur des assurances a besoin. Le deuxième, c'est ce que Léo Kerr fait aujourd'hui. Vous avez la même chose avec GoDigit, où vous pouvez faire des cotations automobiles, par exemple, où vous pouvez assurer juste l'avant et ne pas assurer le véhicule. Vous pouvez assurer l'avant et l'arrière et ne pas assurer les côtés. Vous pouvez assurer toute la carrosserie de la voiture, mais ne pas assurer le moteur. Donc, tout ça, c'est vraiment des outils aujourd'hui qu'on met en place qui viennent en tant qu'InsurTech, comme l'a expliqué tout à l'heure Nordine, en disant que c'est des solutions qui viennent beaucoup plus pour être consommées par les compagnies d'assurance et non pas les concurrencer. OK. Alors, next question. La digitalisation marche avec des données réelles alors qui nous dit qu'on ne va pas passer d'une escroquerie légale vers une escroquerie digitale? C'est toujours Farhat, Taleb Nabil, mais j'ai pas. Enfin, je pense que tu as répondu tout à l'heure en parlant justement du fait que d'avoir des données qui soient vérifiées, qui soient fiables. Et moi personnellement, pour moi, j'estime que tu as déjà répondu à la question, mais je pense que tu avais répondu après qu'elle ait été posée, avant que je la pose moi maintenant oralement. Mais sinon, si vous voulez ajouter quelque chose, please. Non, rien à ajouter? Non, c'est-à-dire on ne parle pas d'escroquerie, je veux dire. Soit on est des compagnies d'assurance respectables et qui se respectent elles-mêmes et qui respectent ses clients. Dire qu'on va passer d'une escroquerie à une autre, on ne peut pas commenter ça. C'est pas possible. Je peux comprendre, mais on ne peut pas commenter ça parce que dire escroquerie et dire compagnie d'assurance, je trouve que c'est antinomique. Je veux dire, on se bat tous les jours pour dire oui, on est les meilleurs, on va vous rembourser, on est là, on fait des investissements, on travaille sur le marketing, sur la communication, et donc ça a un impact
sur la façon de gérer les dossiers, etc., on est bien loin de ce genre de sobriquet. Okay. Ben, c'est toujours lui et il a des questions un peu. Où on en est avec la satisfaction client. D'accord. Ah, mais bon. Next. Il a raison, non, il n'y a pas de next, il a raison. C'est Allah yahfadou ala kulli hal, il pose des questions qu'il souhaite et il a raison, hein, mais bon, moi, je n'ai pas de réponse. Si mes collègues en ont, moi, je n'ai pas de réponse. C'est compliqué de répondre à cette question. Hein. Je veux dire, où on en est avec la satisfaction client, chacun d'entre vous en est en fonction de ses critères de qualité, de sa manière, la manière dont il veut servir ses clients. C'est compliqué de répondre à cette question. Ensuite, on a Ben Bali Youssef. Qu'en est-il de l'exercice of loss et limited en Algérie et exploitation des données data-driven? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Parce que moi qui ne suis pas du domaine, ça ne me parle pas du tout, cette question. Qu'en est-il de l'excess of loss et limited en Algérie? Ça veut dire quoi, excess of loss? Voilà. C'est l'excédent de sinistre, mais je ne vois pas ou quoi. L'excess of loss, c'est une technique en réassurance. Je comprends pas. J'aimerais bien qu'il élabore encore davantage. C'est très technique, il n'y a pas de souci. On pourra s'aventurer avec lui sur ce terrain-là. Mais il va falloir aller sur de plus soft. Est-ce que les compagnies d'assurance, c'est par Tejdin Bachir, est-ce que les compagnies d'assurance en Algérie permettent à leurs assurés de suivre par Internet leur dossier de remboursement? Oui, il y en a. Il y en a qui ont ce qu'on appelle des espaces clients. Oui, il y en a. Sur Internet? Oui, il y en a, effectivement. D'accord. OK. Tac. Non, ça, c'est pas une question. Ça non plus. Avant de parler de la digitalisation de métiers d'assurance, où vous voyez les compagnies d'assurance algériennes en matière de digitalisation de certaines activités qu'elles partagent avec d'autres secteurs, voire l'activité commerciale, administrative ou financière. Ça, je pense que vous en aviez déjà parlé tout à l'heure. Toi, notamment avec ce que vous faites avec la Société Générale. Pour Roslan, juste pour ce sujet, je voudrais, parce que c'est une question en fait qu'on avait posée tout à l'heure, mais je pense que c'était dans la foulée, par rapport à tout ce qui est interaction, c'est qu'il y a un dossier qui est très très important, c'est l'interaction entre les acteurs eux-mêmes. C'est que nous avons un grand souci qui est connu de tous, mais grâce aux opérations ARCM qui ont été lancées par l'UAR, c'est carrément la liquidation des dossiers donc, basés sur le coût moyen, qui a connu vraiment un large succès durant les 3 derniers exercices. Je voulais juste… en automobile. Précise en oui, automobile. Bien sûr, en automobile, c'est clair. Non, tu as raison, Hakim. C'est que c'est en automobile parce qu'il n'y a pas autre chose quelque part. C'est le seul lien qui nous lie en tant qu'acteur donc sur le marché. Donc, pour tout ce qui est dommages automobiles, c'est clair que c'est les sinistres qui sont causés par, je dirais, 2 véhicules assurés dans 2 compagnies différentes. Et je voulais juste citer un exemple de notre groupe GIG, d'ailleurs, qui vient d'être signataire de la première convention au Koweït. Et c'était aussi une insurtech qui s'appelle Addenda, et qui s'est développée donc, au Moyen-Orient. C'est une insurtech marché. Donc, ce n'était pas une solution qui est venue pour une compagnie, mais c'est une solution marché. Et elle a été adoptée par le marché koweïtien, ça fait à peine 1 semaine. Et la solution, c'est quoi? C'est que s'il y a 2 personnes responsables, ou plutôt impliquées dans un accident, qui sont assurées dans 2 compagnies différentes, vont tout simplement, chacun de son côté, accéder sur une plateforme commune marché. C'est sur cette plateforme-là que tous les échanges de liquidation seront faits. C'est comme le système de télécompensation bancaire, donc entre un chèque et un compte. Donc là, c'est ce genre de solution. Aujourd'hui, les gens peuvent rentrer et voir ce que c'est Addenda, ce qu'ils offrent. Et c'est une simple plateforme, ce n'est pas extraordinaire, mais l'idée, il y a beaucoup de génie derrière. Une plateforme qui met toutes les sociétés d'assurance vraiment connectées sur une même plateforme, et c'est géré bien sûr par la technologie que tout le monde connaît, mais que moi-même je ne maîtrise pas. Bien sûr, il y a beaucoup de blockchain derrière, parce qu'il suffit que quelqu'un déclare c'est l'assureur A, ça apparaît chez l'assureur B systématiquement via cette plateforme. L'assureur B, lui, son client, va faire aussi la même déclaration. On aura l'étude des responsabilités. Par la suite, il y aura carrément une dématérialisation de la gestion du dossier. Il y aura tout simplement compensation entre les 2 compagnies et les clients sont payés en un temps record au lieu d'avoir des retards de 50%, je dirais, des dossiers qui restent comme ça suspendus d'année en année. Ok.
Très bien. Raïs El-Kouch dit on note que les compagnies vie, d'assurance vie, ont déjà lancé leur application dernière en date, AgClick. Pensez-vous que cela se fera rapidement pour les compagnies de dommages? Morad. Écoute, on peut lancer, évidemment, on peut lancer toutes les applications mobiles qu'on veut, d'accord? Mais si tu me ramènes une application mobile en responsive design, par exemple, et qui est un effet miroir de mon site web, ça ne sert à rien. Si tu me ramènes une application qui, elle, donne une valeur ajoutée au service que j'ai déjà proposé sur mon site web, oui. Donc aujourd'hui, nous, si ce n'est que de l'avoir dans la main, quoi, c'est tout, hein. Mais aujourd'hui, une application est faite pour donner plus de mobilité à notre clientèle. Et effectivement, pour répondre à sa question, d'abord, ça doit se faire. Et puis, ça va se vulgariser dans les semaines, les mois à venir, hein. Je te parle de ça, vraiment, ça ne dépassera pas la fin de l'année, à mon avis, hein. Mais en soi, il faut que ça apporte une valeur ajoutée. On ne fait pas une application mobile qu'on paye, je ne sais pas moi, 3 millions de dinars ou 1 million de dinars ou même 600 000 dinars ou 2 millions de dinars pour rien, pour dire voilà, on existe, on a une application mobile. Non, on fait une application mobile parce qu'elle va nous rapporter au moins de la satisfaction client, comme pour reprendre la question de notre avis. Ok, justement, on parle de commencer par de la déclaration de sinistre online. Oui, mais ça, on l'a. Hein. À quand la déclaration de sinistre online? Ça, on l'a. Simplement, il n'a jamais été confronté à ça, peut-être. Sur l'assurance voyage, on l'a. Sur l'assurance groupe, on l'a. Sur notre site web, on l'a. Quasiment toutes les sociétés l'ont. Quasiment. Morad, lui doit parler de l'automobile. Oui. Ça, c'est un peu plus compliqué, oui, effectivement. En fait, Roslan, c'est encore une question de produit et de process interne. En fait. Comme l'a dit tout à l'heure Hakim, quand on arrive à développer une solution, acheter une application, c'est facile. En une semaine, on peut avoir un fournisseur qui va commencer à travailler dessus. 6 mois plus tard, on vous livre. Mais à quoi bon s'il n'y a pas une réelle valeur ajoutée derrière? C'est que si vous avez aujourd'hui une solution informatique, vous avez l'application qui va avec, mais il va falloir qu'il y ait le produit qui va avec. Si vous n'avez pas un produit, et je pense que Nordine sera d'accord avec moi, qui sera end-to-end digitalisé, ce n'est pas vraiment la peine de le mettre sur le marché du digital. C'est que vous allez tout simplement vendre, ce sera du e-commerce. Par la suite, pour ce qui est des déclarations en ligne, oui, il y a beaucoup de gens aussi qui ont développé, que je respecte. Moi, j'avais déjà même salué Hakim par rapport à ce qu'il avait fait, vu qu'une fois j'étais bloqué à l'aéroport et j'étais sur le site de ma service, j'avais acheté donc la police assurance voyage pour moi et pour ma petite famille. Mais je voulais quand même dire que faire une déclaration sur un site web, qui est tout simplement envoyé par email par la suite à une adresse mail et que le traitement par la suite se fait manuellement, ça, c'est pas du digital. Non. Faire une déclaration en ligne, c'est écrire directement dans la base de données et avoir un retour de la base qui dit voici votre numéro de dossier sinistre. Que demain, vous allez pouvoir suivre en ligne aussi, que vous allez être demain indemnisé via ce même canal sur votre compte bancaire. Aujourd'hui, il y a quelques géants. Exactement. Il y a quelques géants de l'assurance. On va juste citer un cas d'assurance end-to-end digitalisée, qui est l'assurance voyage, qui a été mis sur le vol Paris-New York par une compagnie d'assurance française, et que c'était en test en 2019, je pense, que c'était avec la technologie blockchain. Alors, vous achetez votre billet, vous êtes systématiquement assuré. Ça veut dire quoi? Déjà, il y a une liaison entre le serveur de la compagnie aérienne et le serveur de la compagnie d'assurance. Demain, la compagnie aérienne, elle perd votre bagage ou l'avion arrive en retard, vous n'avez même pas besoin de déclarer un sinistre. C'est que le serveur de la compagnie aérienne, lui, va lui-même envoyer un message au serveur de la compagnie d'assurance pour lui dire « Hey, j'ai fait un retard de 30 minutes ». Et là, systématiquement, vous recevez un SMS et un email qui vous dit que votre compte a été crédité de 50 € ou de 200 €, 300 € pour le retard de tel vol. Oui, Hakim. C'est le smart contract. Exactement, exactement. Mais pour arriver à avoir des smart contracts digitalisés, donc de bout en bout, c'est là où on dit réellement que nous sommes en train de digitaliser vraiment une industrie. Mais désolé, quand on fait une déclaration sinistre sur une page web qui, derrière, c'est juste un fichier PDF qui est envoyé entre la plateforme, je dirais, du site Internet vers
une boîte email et que le traitement par la suite se fait manuellement et que le client galère et que demain, on va lui demander de revenir en agence pour faire l'expertise, je pense bien qu'il y a ici rupture de la chaîne digitale et du coup, on ne parle plus du digital, c'est beaucoup plus de la numérisation Bravo. et dématérialisation d'un processus. Ce n'est pas du digital. On dit tout simplement qu'on a numérisé la déclaration sinistre. Mais dire digitaliser, je pense bien que c'est un bien gros mot pour dire digitaliser. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Nordine, et qu'est-ce que vous pensez de ça, Hakim aussi. Mais sinon, on passe à Moi, la je suis question. tout à fait d'accord avec toi, hein. Il y a différentes façons d'adresser le problème, effectivement, et le fait de ne pas avoir derrière tous les processus et les mentalités qui sont digitalisées, Surtout. c'est pas une digitalisation. Ok. Alors, on avance un petit peu plus vite parce qu'on a vraiment pris énormément de temps. Il est 23h30, effectivement. Ouais, Je crois que on les va gens, en prendre encore deux, trois et on clôture. Donc, est-ce qu'il y aura un régime d'assurance catastrophique sanitaire obligatoire? Est-ce que vous pensez éventuellement que c'est quelque chose qui va devenir obligatoire? Et deuxième élément, deuxième question, j'ai une deuxième. Alors, pensez-vous que l'absence d'un ancrage juridique de la signature électronique ne représente pas un frein au développement de la digitalisation en Algérie? On en a parlé tout à l'heure, vous aviez dit oui. Pour l'assurance catastrophe sanitaire obligatoire, on a déjà répondu à ça. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion profonde qui est en train de se mettre en place, notamment parce que c'est pas, à la limite, il faut trouver. Nous, on peut le concevoir. On peut concevoir un produit pareil, mais en réalité, c'est les réassureurs qui le font. Et c'est les réassureurs qui vont déterminer les zones à risque, enfin les zones à risque, qui vont déterminer l'amplitude et les limites de couverture d'une garantie. Tu vois, on rentre dans la technique et en fait, comme il y a eu pandémie, il va y avoir une réponse systématique, ne serait-ce que pour 10% des pertes, il va y avoir une réponse systématique en termes de couverture. Ça, pour moi, c'est évident, il va y en avoir, à mon avis. ok. Karim Bebitriki relance une nouvelle question. Les investissements requis peuvent s'avérer lourds en CAPEX dans un environnement avec beaucoup d'incertitudes. Avez-vous déjà adopté le cloud public ou hybride pour certaines applications ou workload? Quelles sont selon vous les motivations et obstacles vis-à-vis du cloud dans le contexte algérien? D'abord, il y a la RGPD. Enfin, la RGPD. Il y a la loi qui t'oblige à sauvegarder tes Héberger les données informations en local en Algérie. en local. Alors, donne-moi celui qui fait le cloud en local. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est en train d'acheter des serveurs, etc. Mais le cloud est une solution fantastique pour pouvoir diminuer les charges liées à l'investissement dans ce domaine-là, dans l'architecture. Mais bon, cite-moi un cloud algérien, je te dis OK, et qui soit, je veux dire, qui soit capable de supporter avec une stabilité, hein, une garantie de stabilité. C'est tout. Bah, écoute, je suis parfaitement d'accord. On va s'arrêter là parce que effectivement, c'était passionnant. Merci beaucoup pour Merci à votre vous. temps et Merci aux personnes qui étaient là. patience. Il fallait me supporter pendant 2 heures. Roslem, Oui, Mourad. je pense que sur quand c'était nous-mêmes tous comme nous sommes, je dirais, entendus, je pense bien avant juste que tu clôtures parce que ça reste quand même notre rôle, nous, ici en tant qu'intervenants, de parler de la dernière question que tu voulais éventuellement poser, notamment ce ne sera pas 2 minutes, par contre, ce sera en 2 mots. Oui, Le conseil de chacun de nous pour nos jeunes investisseurs, qu'est-ce qu'il faudrait réellement qu'ils fassent parce qu'il va falloir réellement que tous comme nous sommes, on se bouge pour qu'on puisse réellement créer cette révolution digitale. Je laisse la parole à Hakim, je pense qu'il a quelque chose à dire, il est tout prêt. Tu as commencé, fini. Merci, merci. Si je dois parler du mot de la fin, ben, tout ce que j'aurais à dire, moi, aux gens, c'est qu'il va falloir, tout le monde pense aujourd'hui au capital, investissement, capital. Maître mot, quand nous sommes entrepreneurs, il faut oser perdre. Et par la suite, quand on parle de start-up, je pense bien que Nordine, on connaît un bout, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est carrément le pari de la vie. Et on peut par la suite échouer, se retrouver à genoux, mais le plus important, c'est d'apprendre de cette erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est un échec. Et on apprend de ces échecs et on se relève. Par la suite, on sait tous comme nous sommes, les insurtech, ce sont les plus fragiles de tout ce qui est start-up. C'est qu'une insurtech sur 10 qui survit.
Et ce n'est pas tout le monde qui reste vraiment longtemps. Aujourd'hui, on parle d'une durée de vie, donc d'une longévité de 5 à 10 ans. C'est la statistique des startups en général, hein, le 1 sur 10. Oui, mais l'insurtech, c'est beaucoup plus sensible que ça parce que c'est appliqué à un secteur traditionnel et c'est rare où vraiment les insurtech vraiment résistent. Je pense bien que ce que Léo Kerr a développé est très intelligent parce ils sont carrément dématérialisés, donc l'intermédiaire. Donc, c'est pas beaucoup, je dirais, on ne change pas le mode de fonctionnement genre de l'assurance. Ils ont juste remplacé vraiment l'intermédiaire par chose. Par la suite, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant donc, de se spécialiser dans une industrie. Encore une fois, 1000 métiers, 1000 misères. Il va falloir quand même essayer, sans pour autant, essayer de fournir les banques, les assurances, les établissements financiers en même temps. Il faut se spécialiser, choisir son métier, parce que si on offre une solution pour les banques, ce n'est pas systématiquement bon. On ne pourra pas non plus développer quelque chose pour les assurances. Hakim l'a bien précisé, c'est un business et ce sont des business totalement différents. Il va falloir réellement se spécialiser, comprendre un business, comprendre ses problématiques et apporter une solution. Et si j'ai un conseil, un dernier conseil à leur faire, sortez de l'Algérie. C'est ça vraiment le pouvoir du digital. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Si on essaye de créer une insurtech pour vendre en Algérie seulement, déjà l'échec est signé. Il va falloir que nos jeunes puissent apprendre. Là, aujourd'hui, nous voyageons, Hakim et moi-même, nous partons à tout ce qui est conférences régionales et internationales, et vous voyez toutes les nationalités des insurtech exposées. Que ce soit aux conférences, que ce soit de l'OAA, du FAIR, du GAIF, non, Hakim. Et par la suite, ils sont tous là pour comprendre les problématiques, pour comprendre le métier et pour connaître les gens. C'est un métier et un secteur très, très, très étroit, très fermé, et tout le monde se connaît. Il suffit d'être dedans et vous arriverez vraiment à tout vendre. Merci à tous. Tu n'as respecté ni les 2 mots ni les 2 minutes. Tu m'as donné la parole, j'ai pris. Regarde, tu m'as donné la parole, j'ai pris le temps de Hakim et le temps de Nordin. Non, moi, si je devais, enfin, le mot de la fin pour moi, ça serait de dire que on a toujours dit ça. Allez, je m'excuse, hein, on va être un peu patraque ce soir, mais on va sortir sur une bonne note. Souvent, on dit ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, je dis juste une chose. Si seulement, et j'espère que des gens nous écoutent, si seulement pour une période donnée, on lâchait la bride dans le sens où on donnait la liberté d'entreprendre à tous ces jeunes entrepreneurs, et si seulement on leur donnait les moyens, on leur disait, les moyens, ce n'est pas des moyens autant financiers, l'accès à l'information, l'accès à la connectique, l'accès à la connectivité, l'accès à une bande passante qui soit stable, etc. Si seulement on pouvait leur donner ça et les laisser tranquilles et travailler, je pense qu'ils nous sortiraient des projets sur lesquels on se battrait pour pouvoir les avoir. Quand je vois Wetknis, quand je vois… allô? Ah, voilà. Quand je vois Wetknis, quand je vois les sociétés de commerce électronique qui ont fleuri en Algérie, quand je vois les gens, là, pendant le Covid-19, comment ils ont livré de la nourriture, livré des produits, moi, je dis, Allah yahfad les jeunes Algériens et le génie algérien. C'est émouvant de le dire comme ça parce que je les ai vus. Ils ont pas grand-chose et ils font des choses extraordinaires. Je ne peux que foncièrement les aimer. C'est un sentiment d'affection que j'ai vis-à-vis d'eux parce que si vous pouvez travailler en Algérie, vous pouvez travailler partout. Donc, Inch'Allah, je pense que la réussite est au bout du chemin. Inch'Allah, il faut qu'il y ait une prise de conscience et que tout le monde agisse pour le bien de notre pays et de nos sociétés en règle générale. Hashtag Moving forward. Voilà. Merci Hakim. J'ai un hashtag aussi que je protège quand même. Hein. Ah bien oui, bien sûr. Non, juste pour terminer, moi je veux déjà remercier toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir et il y en a beaucoup qui sont encore là, donc c'est très bien. Je remercie Hakim et Mourad, vraiment c'était très 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 intéressant de discuter avec vous ce soir et surtout je remercie Ruslan pour l'organisation de cet événement. Yatek Saha Ruslan et bravo pour ce que vous faites au Ghana. Voilà. On a besoin de tout le monde, je le dis et je le répète. Merci Ruslan, merci. Merci à tous. Merci Nordine et merci surtout Tajuddin d'avoir organisé tout ça. On ne le voit pas, mais c'est l'homme de l'ombre.
L'homme de l'ombre, exactement. Exactement. C'est grâce à Merci lui. beaucoup. Merci beaucoup à notre président chéri et adoré. Donc, merci à vous. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre patience et pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Merci aux streamo-spectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont supportés pendant 2 heures parce que fallait avoir la patience, vous être vraiment intéressé, vous être mazo. Merci à tous. Passez Merci. une excellente soirée. Saha Sfarkom, Saha Ramadan. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour de nouveaux Très vite, webinaires. Inch'Allah. Merci. Voilà. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, ciao.